Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder le thème de Windows 11. Alors, Windows 11, on va pas l'installer, hein, pour le coup, on va plutôt découvrir comment il fonctionne. Donc, on va faire un petit rappel de la situation. On va parler de l'interface, des paramètres et des applications. On va aller voir, faire un petit tour du côté de l'explorateur de fichiers. On va voir aussi la personnalisation et l'accessibilité. On fera un petit détour de nouveau et à la fin sur la sécurité, mise à jour et sauvegarde. Voilà, je vous ai laissé ce gros pavé à la fin parce que, enfin, gros pavé, cette possibilité à la fin. Si vous n'avez pas le temps, bah, vous aurez le replay de toute façon. On parlera après des avantages et des inconvénients de ce système-là et puis de tous ces réglages potentiels. Quelques conseils et on passera après aux questions-réponses. Alors, quelques questions pour commencer. Donc, le petit sondage. Savez-vous si vous êtes sur Windows 11 ou pas? Alors, oui, vous êtes déjà sur Windows 11, vous le savez, hein, vous en êtes sûr. Il me semble, mais vous n'en êtes pas sûr. On va voir tout simplement avec des choses assez simples si vous êtes sur Windows 11, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, je suis sur Windows 10, mais non, vous êtes déjà sur Windows 11. Non, je suis sur Windows 10 ou antérieur. Et vous voulez avoir des informations au cas où pour passer en Windows 11, hein. Non, je ne suis pas sur Windows. Voilà, je suis sur Linux, je suis sur un autre système. Je viens uniquement par curiosité. Ou vous ne savez pas, ça c'est la première question. La deuxième question, êtes-vous ici pour en savoir plus sur? Alors là, j'ai fait assez large, hein, mais les paramètres de personnalisation, l'utilisation de l'explorateur de fichiers, pardon, la sécurité et le nettoyage, l'accessibilité, la sauvegarde, le système en général, ou vous ne savez pas. C'est juste pour me donner un petit topo, hein, sur les choses qui peuvent vous intéresser. Comme ça, je passerai rapidement le système en général. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Alors, vous êtes sur Windows 11 à 65%. C'est descendu un petit peu. Vous n'en êtes pas sûr à 7% et vous avez une version antérieure, donc à 22%, hein. Donc, effectivement, vous venez peut-être un peu plus pour savoir si vous avez justement la possibilité de passer en Windows 11, si ça vous intéresse ou pas, ou savoir comment il fonctionne. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec les versions antérieures? Donc, êtes-vous ici pour en savoir plus? Alors, le système en général, d'accord, c'est super. Ensuite, bah, ça se tient, hein, parce que les paramètres de personnalisation, la sécurité, le nettoyage, on est à peu près entre 45 et 50%. Donc, ça tombe bien puisqu'on va parler de tout. Donc, je vais arrêter le partage et on va continuer, tout simplement. Alors, un petit rappel de la situation. Windows 11, en fait, c'est un système qui a été annoncé dès juillet 2021. Donc, vous voyez que ça fait quand même 5 ans, enfin un peu moins de 5 ans, 4 ans et demi. Et il a été développé, enfin, il a commencé à être commercialisé, à être répandu, hein, à partir du 5 octobre 2021. Donc, c'est ce qu'on appelle les déploiements. Voilà, je cherchais le mot. J'arrive jamais à le retrouver, ce mot-là. Donc, ont eu lieu sur des nouveaux appareils dès 2021, dès le 5 octobre 2021. Donc, on est quand même à 4 ans, hein, 4 ans et demi à peu près, où le système a commencé à se mettre en place. Au départ, ça devait être une évolution, c'est-à-dire qu'il ne devait pas vraiment s'appeler Windows 11, mais il devait être une évolution de Windows 10, et puis on ne sait pas pourquoi. Alors parce que s'ils ont voulu développer, il y a eu les progrès sur l'IA, il y a eu beaucoup de progrès comme ça qui sont arrivés. Donc ils ont créé un vrai système, un autre système, ou un système intermédiaire, comme on a eu un moment, parce que là, il parle déjà de Windows 12, hein, donc voilà, ça va vite avec l'intégration de l'IA à fond. Ils reviennent un petit peu en arrière parce qu'ils ont beaucoup investi et puis ils voient que les gens sont pas forcément intéressés. Donc en fait, il n'y a pas de retour d'investissement sur ces technologies qu'ils ont développées à outrance. Il y a une autre problématique aussi, c'est que Windows 11 ne peut pas être mis sur tous les ordinateurs, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui ne peuvent pas passer en Windows 11 à cause de contraintes techniques, tout simplement. Donc actuellement, Windows représente 67% des systèmes d'exploitation en France. C'est-à-dire que 67% des ordinateurs, je parle uniquement des ordinateurs, hein, je ne parle pas des téléphones ou autres, 67% des ordinateurs en France sont sous Windows. Que ça soit Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, hein. Là, je mets tout le monde dans le même panier. Ça veut dire qu'il y reste quand même 33% d'autres systèmes, hein, qui se partagent le gâteau. Donc à peu près 15%, hein, de systèmes Mac, Apple, et puis 15% de systèmes Linux. Voilà, dont on parlera certainement dans une prochaine conférence. Sur ces 67%, on a maintenant 61%, hein, qui sont équipés de Windows 11. Et ce basculement, c'est-à-dire ce basculement de l'hégémonie de Windows 10
par rapport à Windows 11 a eu lieu, vous voyez, en septembre, entre septembre et octobre 2025. Donc c'est très très proche. En fait, ça fait que quelques mois que Windows 11 a vraiment repris le dessus. On a vu une grosse poussée d'ailleurs hein, le mois dernier parce qu'il y a eu beaucoup de promos et puis parce qu'il y a aussi une crainte justifiée hein, de l'augmentation des prix des ordinateurs. Alors, on a beaucoup de carences hein, au niveau de la RAM, au niveau de beaucoup de choses, et c'est vrai que malheureusement, les ordinateurs, on va avoir des ordinateurs qui vont augmenter en prix avec des qualités moindres et avec des composants moindres. Donc, si vous voulez attendre, attendez si vous pouvez, 1 ou 2 ans, avant de racheter au moins un autre ordinateur si vous le souhaitez. Voilà. Ou alors tomber sur une vraie promo, une vraie perle. Pourquoi pas un reconditionné haut de gamme, hein, qui vous permettrait d'avoir un ordinateur quand même assez récent et pour un prix plus efficace. Vous avez encore, malgré tout, et là je pleure, vous avez encore du Windows 7 à 1,46%, du Windows 8, du Windows 8.1 et puis même du Windows XP. Donc ça, c'est une des aberrations totales. Alors, je peux très bien comprendre hein, que vous gardez des vieux ordinateurs comme ça pour des jeux, voilà, pour des applications un peu spécifiques. Évitez, si vous le pouvez, d'utiliser ces ordinateurs-là pour aller, même les pros, hein, parce que ils sont plus maintenus depuis C'est bon? un petit moment. Ils, ils sont plus arrêtés depuis un petit moment au niveau des mises à jour, donc vous risquez d'avoir quand même des gros soucis par la suite. Donc, accédez à un autre système si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Voilà. On va commencer par le démarrage. D'accord? Donc, au démarrage, hein, l'interface de Windows 11 est quand même un peu différente, même si on retrouve les mêmes éléments. Voilà, on retrouve un écran d'accueil avec une corbeille, on retrouve un menu démarrer, onglet de recherche, des applications qu'on appelle épinglées, des icônes cachées, enfin voilà. Ça, on va voir tout de suite puisque je vais démarrer. Hop, voilà, j'ai mon petit Windows 11 qui est apparu. Donc, vous voyez que les éléments sont à peu près semblables, sauf la partie menu démarrer. Alors, vous pouvez savoir si vous êtes en Windows 11 tout simplement si vous avez ce petit icône, cette petite fenêtre carrée qui est là. Voilà, ça, c'est l'icône vraiment de Windows 11. Sinon, vous avez une fenêtre un peu comme en perspective comme ça. Alors, sur Windows 8 et Windows 10, vous avez une fenêtre en perspective et qui est complètement à gauche. Voilà. Au départ, sur Windows 11, vous avez cette fenêtre qui est complètement au milieu. Voilà. Alors, je vous ai fait hein, un petit topo avec l'interface 1, 2, 3, 4. Hein. Alors, pour le coup, cette interface, effectivement, on va pouvoir le modifier assez facilement, mais on retrouve quand même les éléments basiques, hein. La corbeille qui est toujours là, voilà, qu'on peut déplacer, le menu démarrer, voilà, il suffit de déposer le curseur de la souris dessus, on a le menu démarrer, la barre de recherche qui va rechercher sur l'intégralité de l'ordinateur, voilà, si vous faites une recherche dans cette barre-là, sachez que vous pouvez trouver des applications, vos documents, vos photos, vous pouvez trouver tout ce qu'il y a en gros sur l'ordinateur, voire sur Internet. Donc c'est une barre de recherche quand même assez efficace. Vous avez des applications, ce qu'on appelle épinglées, des icônes cachées qui sont avec la petite flèche, hein, comme sur Windows 10. Il y a pas grand-chose. Souvent, on a la sécurité Windows. Alors moi, j'ai une version de Windows qui a été allégée. Hein. J'ai enlevé tous les, les logiciels qui n'étaient pas utiles. Voilà. Et vous avez tout ce qui est connexion. Voilà, connexion avec l'accessibilité, le Wi-Fi quand il est activé, etc. Et puis l'heure, hein, bien sûr, avec l'agenda. Et puis, voilà, s'il veut bien, l'agenda et puis les notifications qu'on va pouvoir gérer par là. Ici, vous avez quelque chose que je déteste au plus haut point, qui est le widget de Windows. Voilà. Alors, je le supporte pas, tout simplement parce que dès qu'on passe la souris dessus, alors pour le fermer, c'est une horreur. Voilà, il faut cliquer ailleurs et encore. Vous voyez que là, j'arrive pas à le fermer. Et il faut cliquer dessus, même pas, vous voyez, pour le fermer. Il est désagréable comme tout parce que dès qu'on passe la souris dessus, on a cette fenêtre MSN qui s'ouvre. Alors, je vous conseille tout de suite, hein, ça vous énerve aussi, quand vous allez sur cette petite icône et que ça s'ouvre, vous allez sur le petit icône avec l'engrenage ici, qui est un icône paramètres, d'accord? Vous aurez le temps de le regarder en replay, hein. Et puis, vous pouvez l'enlever, c'est-à-dire ouvrir au pointage, vous cliquez ici pour pouvoir l'enlever, c'est-à-dire qu'il s'ouvrira au clic, c'est-à-dire quand vous le souhaitez, et pas quand vous passez dessus, d'accord? Vous pouvez aussi enlever le flux Microsoft Start, hein, si vous le souhaitez, et vous pouvez
dire ce que vous voulez voir à la rigueur dans cette partie-là, hein. Vous pouvez régler aussi les widgets, c'est-à-dire les informations que vous voulez voir apparaître dans cette fenêtre-là. Voilà. Ok. Ouais. Donc, oui, et vous voyez que là, il s'ouvre plus quand je passe dessus. Donc ça, c'est déjà une interface qui est assez facile mettre en place. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a un interface à peu près classique par rapport à Windows 10. Et vous voyez qu'en voit en dessous, hein, juste en dessous, moi j'ai mon interface Windows 11 qui est un peu différent. Voilà, j'ai ouvert deux Windows, hein, celui sur lequel je travaille et puis celui qui est virtuel, sur lequel je fais mes démonstrations. Mais vous voyez que moi j'ai mon icône menu démarrer qui est tout à gauche. On va voir comment le faire pour le passer tout à gauche. En tout cas, cette interface, on a les icônes cachées, on a les notifications. Vous voyez que tout est en place par rapport à un Windows 10, hein. On a bien les notifications qui s'affichent. On peut même ici, tout en bas à droite, hein, si vous cliquez directement ici, on va pouvoir afficher directement le bureau. C'est-à-dire que si vous avez un petit dossier d'ouvert, d'accord, comme ça, si vous cliquez directement tout en bas à droite, vous avez affiché le bureau. C'est vraiment tout en bas de l'écran. Vous cliquez sur afficher le bureau et ça vous renvoie directement à l'écran d'accueil de votre ordinateur, sur le bureau de l'ordinateur. Un peu comme un téléphone, hein, quand vous appuyez sur le petit bouton central, vous réatteignez l'écran d'accueil de votre téléphone. C'est à peu près la même chose sur Windows. Donc, pas gros de différence là-dessus, hein. On a vraiment des éléments qui sont à peu près aux mêmes emplacements. On va voir comment déplacer le menu démarrer. Alors, on va commencer par les paramètres et vous allez voir que dans les paramètres, on va avoir pas mal de choses. Alors, l'accès aux paramètres se fait soit par le menu démarrer. Vous pouvez aussi avoir une action possible si vous avez des difficultés pour y accéder, d'accord? Si un jour vous voulez, vous voyez que j'accède ici directement, je clique sur le menu démarrer et je vais accéder aux paramètres qui sont ici, d'accord? Vous pouvez aussi appuyer sur Windows, c'est-à-dire la touche Windows de votre ordinateur et I. Vous accédez directement aux paramètres sans passer par la case démarrer. Voilà, donc ça peut être un avantage si vous avez des difficultés ou si le menu démarrer ne fonctionne pas, vous pouvez accéder directement aux paramètres par cette combinaison de touches. Dans les paramètres, vous pouvez aussi voir que vous êtes sur Windows 11 parce que la colonne de gauche ne bouge pas. Vous pouvez cliquer sur n'importe quoi à gauche, vous allez voir que la colonne ne bouge pas, c'est simplement les éléments à droite qui changent. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant et c'est assez efficace puisqu'on va pouvoir passer dans des menus et vous allez voir qu'on sait exactement où on est par la partie qui est ici. Si je vais par exemple dans notification ou concentration, allez, on va aller dans l'écran. Vous allez voir qu'ici, j'ai bien système et écran qui s'affichent. Si je vais après sur éclairage ou sur mise à l'échelle, ben non, là, je vais aller directement dans les paramètres. Mais profil de couleur, vous voyez que j'ai la gestion des couleurs aussi qui s'affiche. C'est ce qu'on appelle tout simplement le petit train ou le fil d'Ariane. Ça nous permet de savoir dans quelle partie on est par rapport aux paramètres. Si je veux retourner dans système, il suffit que je clique directement sur système ou là et je vais retourner au premier paramètre. D'accord? Dans ces paramètres-là, on a des choses assez utiles. Alors, je vais retourner, hein. Donc, bien sur la colonne de gauche, on a les catégories principales et sur la partie droite, vous avez effectivement la définition. N'hésitez pas à rechercher aussi directement des paramètres ici. Tout en haut de l'écran, hein, vous avez recherché un paramètre. Si j'ai besoin d'avoir un paramètre sur le curseur, d'accord, parce que j'ai besoin de modifier mon curseur, je tape curseur et vous voyez que ici j'ai l'épaisseur de curseur de texte, le pointeur de souris, etc. Ah bah là, bien sûr, il m'a enlevé. Voilà, je retape, hein. Beaucoup de gens n'utilisent pas suffisamment les recherches et ça peut vraiment être utile. Voilà, si c'est sur la souris, je vais pouvoir taper directement souris et il va me proposer tous les réglages que je peux avoir sur la souris. J'ai un problème de son, j'ai un problème de Wi-Fi, j'ai un problème de VPN, je peux y accéder comme ça très rapidement. N'hésitez pas à le voir. Dans ces parties-là, on va avoir le système. Dans le système, on a des réglages un peu, alors courants, oui et non. On va avoir en fait tout ce qui est de la partie son, notification, la possibilité, le mode d'affichage, le mode d'alimentation. Et vous allez voir, quand on va parler de la sauvegarde, de nettoyage, on a aussi toute la partie stockage. C'est-à-dire que vous avez comme ça des parties qui se retrouvent, enfin des fonctions qui se retrouvent dans différentes catégories. Il n'y a aucun souci.
Et la récupération, tout ça, on le verra à la fin. Mais en tout cas, on a pas mal de choses, dont la possibilité aussi, qui peut être utile parfois, de retrouver l'historique du presse-papier. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer quand vous... Alors le presse-papier, c'est quoi? C'est quand vous faites un copier d'un texte, d'un morceau, d'un mot de passe ou autre chose. Il va être enregistré dans un presse-papier. Ça va vous permettre de le coller ailleurs. C'est une mémoire temporaire qui va vous permettre de déplacer un fichier, de sélectionner un texte, un document, enfin un fichier comme ça, et qu'on va pouvoir recoller ailleurs ou déplacer ailleurs. On peut l'activer. Voilà. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir l'activer. Il suffira après de faire Windows et V et vous aurez l'historique qui s'affichera. Alors là, je viens de l'activer, donc ça ne pourra pas le faire. Mais vous pourrez comme ça avoir, ah bah si, ouais, l'historique et je peux avoir l'historique de quoi? Bah non, si du presse-papier. Donc pour l'instant, c'est vide, mais à chaque fois que je vais pouvoir faire du copier-coller, je retrouverai l'historique complet dans ce presse-papier. Ça peut être utile hein, si on oublie comme ça, si on copie-colle par exemple des URL de sites internet, du texte, des choses comme ça, des mots de passe, de les retrouver là-dedans, si vous le souhaitez. Bluetooth et appareil, on va retrouver bah, tout ce qui est des imprimantes, hein, des périphériques. Vous pourrez, pour le coup, accéder à connecter votre téléphone, voir si votre caméra fonctionne bien, connecter des souris Bluetooth, connecter les claviers et puis les paramétrer. Et la fameuse imprimante et scanner. Voilà. Je dis la fameuse parce que vous allez en entendre parler sur Windows 11. C'est quand même, je crois, un des systèmes les moins au point sur la stabilité des systèmes d'impression. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il faut une mise à jour, vous avez toujours un décalage avec les imprimantes. Alors, ça peut se comprendre parce que Microsoft, eux, ce qu'ils veulent, c'est limiter ce qu'on appelle le nombre de pilotes. C'est-à-dire le nombre de microprogrammes qui vont se connecter aux imprimantes. Parce qu'avant, hein, chaque imprimante avait son propre pilote, ça faisait des milliers de pilotes qui étaient pas forcément compatibles, etc. Donc, peu à peu, ils ont réduit ces pilotes-là, et puis ils sont en train de les réduire au fur et à mesure. Et parfois, bah, lors des mises à jour, ils enlèvent certains pilotes et les fabricants d'imprimantes n'ont pas eu le temps d'adapter ces pilotes. Alors, quand vous avez une imprimante qui est un peu ancienne, vous avez des chances hein, de ne plus pouvoir les utiliser d'ici quelques temps parce que les fabricants, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous rachetiez à la rigueur une nouvelle imprimante plutôt que vous gardiez la vôtre. Voilà. Donc, c'est là-dedans que ça se passe. Réseau Internet, vous allez retrouver effectivement tout ce qui est des connexions Internet et on va passer après à la personnalisation. On va travailler un peu là-dessus, mais vous voyez que vous avez aussi les applications, les comptes, pour vérifier que vous avez bien votre compte Windows, hein, pour pouvoir faire aussi les options de connexion. Voilà, si vous avez un code PIN qui est demandé, un petit Windows Hello, etc. C'est ici que ça se passe, hein, dans le connexion. Je vous conseille de créer un code PIN hein, pour que ça soit plus simple. Pourquoi pas mettre le même que votre téléphone? Ça peut être utile aussi. Ça vous permettra de pas l'oublier parce que c'est plus simple à avoir et puis ça vous permettra de d'utiliser ça comme identifiant parfois pour certaines applications. Voilà. Parce que la reconnaissance faciale, je ne sais pas si elle fonctionne très bien sur certains ordinateurs, ça fonctionne bien, mais ça dépend de la caméra. Et la reconnaissance d'empreintes digitales, pour le coup, il faut avoir un capteur d'empreintes digitales sur votre clavier, ce qui n'est pas ouvert à tous, hein. Vous avez parfois des ordinateurs portables qui l'ont. Ça marche très bien quand ça c'est dessus, mais voilà. De toute façon, ça vous empêchera pas d'utiliser le mot de passe au cas où, hein, mais vous aurez une deuxième connexion, un peu comme vos téléphones. D'accord? L'heure et la langue, bah, c'est là où vous allez changer hein, tout ce qui est de l'heure de la langue. Si vous avez un autre clavier, par exemple, si vous vous déplacez et puis que vous avez un clavier QWERTY, vous pouvez mettre un deuxième clavier si vous le souhaitez. Les jeux, l'accessibilité, la confidentialité, la sécurité et le Windows Update qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez comme ça dans les paramètres des facilités. Alors, oui, une petite chose aussi, on voit pas beaucoup, j'ai oublié d'en parler. Quand vous êtes dans les paramètres ici, dans l'accueil, hein, par exemple, euh, vous avez sur la partie droite, alors on le voit très peu, mais il faut vraiment y aller dessus, hein, le petit bateau, enfin le petit scrolling hein, qui est possible. Hop.
Le petit scrolling qui est là, qu'on voit pas forcément parce que dès qu'on quitte un peu tout ça, on a une simple, mais vraiment une toute petite barre, toute petite barre. Donc si vous la cherchez, vérifiez ici. Vous voyez, si j'ai un système un peu plus long, la barre en plus, elle est réduite peu à peu. Voilà, là je vais avoir une grande barre, mais sur d'autres systèmes, c'est des barres plus petites. Donc faites attention à ça. Si vous n'avez pas une souris avec une roulette hein, pour pouvoir descendre sur la partie droite, vérifiez bien que vous ayez cette petite barre sur le côté. On la voit très très peu, je trouve qu'elle n'est pas assez visible. Pour le coup, hein, je trouve que c'est un peu mal foutu. Mais voilà comment ça se passe. Vous avez quand même ces trois grandes parties au niveau des paramètres qui est, je trouve, plus simple que la partie Windows 10 parce qu'on a des paramètres qui sont plus efficaces. Vous allez voir que ça peut être caché, mais voilà. On va commencer par gérer les applications. Voilà, parce qu'il me semble que c'est après qu'on voit tout ce qui est de la personnalisation. Pour les applications, donc pour ajouter des applications sur un ordinateur Windows 11, vous avez trois possibilités. Vous avez la possibilité tout simplement d'utiliser le Microsoft Store, qui est effectivement le petit panier ici que vous voyez, hein, ou alors quand vous allez sur le menu démarrer, vous allez, alors je vais réduire celle-là, on va voir les paramètres par la suite, hein. Vous avez ici le petit menu démarrer et vous avez le Microsoft Store. Microsoft Store, en gros, c'est le Google Play Store, c'est l'App Store, c'est la possibilité de télécharger des applications compatibles sur Windows. Euh, Vous aviez une version Windows 11 S qui existait pour S pour sécuriser, qui vous empêchait de d'installer d'autres applications, enfin des applications qui ne passaient pas par le Microsoft Store. Donc c'est une bonne manière de pouvoir installer et mettre à jour vos applications. Voilà, le Microsoft Store, peu l'utilisent hein, et pourtant il peut être assez utile pour trouver des applications comme des scanners, comme WhatsApp, comme Zoom par exemple. Vous avez toutes ces applications qui sont directement sur le Microsoft Store et qui sont validées par Microsoft. Donc n'hésitez pas à aller chercher avant sur cet emplacement pour être tranquille. Là, j'ai du mal à l'ouvrir parce que je suis pas connecté, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je pourrais vous le faire voir d'ailleurs sur le mien. Ça va être peut-être plus simple. Vous voyez que je l'ai aussi. Alors, où il est, où il est où? On va aller taper Store, Microsoft. Hop, voilà, Microsoft Store. Voilà, je vous le mets hein, devant. Et vous voyez qu'on a comme ça des applications, on peut connecter des jeux, on peut même mettre des thèmes, voilà, pour personnaliser votre appareil si vous le souhaitez. Donc, dans les applications, si vous recherchez par exemple un scanner, parce que votre l'application de scanner vous la trouvez pas bien, eh ben vous avez Scanner. Alors ça, c'est une super application, Scanner numérisation de documents rapide et facile. C'est une application qui est gratuite et vous pouvez comme ça l'installer. Vous pouvez installer n'importe quelle application et vous avez aussi, hop, ici, les mises à jour possibles en un seul clic. C'est exactement comme les stores hein, que vous avez sur votre téléphone. Vous avez aussi vos bibliothèques d'applications, toutes les applications que vous avez hein, sur votre ordinateur, et vous pouvez comme ça les partager assez facilement si vous avez une application qui vous tente. D'accord? Voilà, il s'est ouvert. Sur les téléchargements, vous voyez que j'ai les mises à jour. Donc, on peut mettre à jour assez rapidement des applications qu'on a sur son ordinateur directement. Mais on verra par la suite. Ça, c'est une première possibilité. Vous avez la possibilité aussi, tout simplement, d'aller sur Internet pour pouvoir télécharger l'application hein, et pouvoir l'installer sur votre ordinateur. Voilà. Vous avez besoin d'installer, je ne sais pas moi, AnyDesk par exemple ou OnlyOffice. Hein. Vous voulez, voilà, on va passer par OnlyOffice. Vous ne voulez plus de l'application de bureau de Microsoft Office, bah, téléchargez OnlyOffice, c'est une application gratuite. Vous allez sur le site onlyoffice.com hein, directement et puis vous allez télécharger l'application directement sur votre ordinateur. Voilà, il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez comme ça le faire et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir l'installer. D'accord? Une troisième solution, c'est aussi de passer en ligne, mais en passant par un site qui s'appelle ninit.com. Alors ça, je parle principalement pour ceux qui ont des nouvelles applications, hein, qui ont un nouvel appareil, ou si vous voulez remettre à jour ou installer tout un ensemble de logiciels. Ninit.com, c'est une application, enfin un site qui permet de sélectionner différentes applications.
D'accord? Par exemple, moi j'ai besoin d'installer Zoom. Alors vous n'avez pas tout, mais vous avez quand même pas mal d'applications libres ou les plus utilisées. Voilà, je sélectionne un logiciel pour faire de la 3D, un logiciel pour lire des images, un logiciel pourquoi? Pour faire voilà, mes PDF. Voilà. Mes PDF. Je vais pouvoir avoir des logiciels de sécurité, voilà, comme Avira, un antivirus, Malwarebits, un antivirus, un utilitaire pour partager mes écrans, un utilitaire pour aller décompacter des logiciels en zip, enfin des dossiers compressés. Je sélectionne donc tout ça et puis je vais cliquer sur Get Your Init. Il va me créer un tout petit fichier. Voilà. Alors là, j'ai voilà un petit fichier qui va contenir donc toutes les apps que j'ai sélectionnées. C'est un fichier qui est très très léger, hein, qui fait quelques kilooctets. Voilà, je vais l'ouvrir hein, pour vous le montrer. Normalement, il fait que quelques kilooctets, voilà, 423 kilooctets. Et quand je clique dessus, il va m'installer automatiquement tous les logiciels que j'ai choisis dans ma langue et dans les dernières versions. Donc ça évite après de faire des mises à jour. Vous avez les dernières versions possibles. Donc ça peut être aussi une façon assez simple hein, d'installer des applications sur un nouveau système. On va pouvoir les installer et on va pouvoir les désinstaller aussi. C'est-à-dire quand vous avez besoin de désinstaller une application, il suffira d'aller sur Applications et puis ici, vous avez trois petites choses qu'on va voir. Alors pour le coup, hein, je vous ai montré, je vous les ai mis hein, dans le support. C'est les applications installées, les paramètres avancés des applications. C'est pour pouvoir justement désinstaller des mises à jour si vous avez des problèmes, choisir ou obtenir des applications. Les applications par défaut, vous voulez que votre application par défaut pour aller sur Internet, ça soit plus Microsoft Edge, mais Mozilla Firefox ou Firefox ou Google Chrome, vous pouvez comme ça choisir les applications par défaut. Et puis on va voir aussi les applications de démarrage. C'est des applications qui démarrent en même temps que votre ordinateur et qui peuvent ralentir le système. Alors, on va commencer par application installée. Et là, ça définit, enfin, ça va vous lister toutes les applications qui sont sur votre ordinateur. Alors, moi, je n'en ai pas des masses, hein, j'en ai 31, donc c'est un ordinateur qui est hyper léger pour le coup, mais vous voyez que c'est assez simple. J'ai Family, j'ai Horloge, bah moi j'ai pas envie forcément d'avoir toutes ces applications-là où je vais faire quelque chose, tiens, ce qui va être plus simple. Je vais installer toutes les applications qu'on a sélectionnées tout à l'heure. Voilà, je vais enclencher l'init et vous allez voir. Comme ça, vous allez voir que le logiciel va le faire assez facilement, hein. Voilà, il va me préparer. Ça vous fait voir comment installer des applications par Ninit, puisque beaucoup me posent la question aussi. Voilà, là je vais mettre oui, parce que il a besoin de ma validation, de mon autorisation pour pouvoir installer tout ça. Et puis je vais le laisser travailler. Vous voyez qu'il est en train de travailler tout seul, hein. Je peux lui montrer les détails. Et vous voyez qu'il installe, il télécharge les dernières versions et puis il va les installer de base derrière. Donc je vais attendre hein, tout ça, mais vous allez voir que je vais avoir des installations qui s'installent. J'ai pas envie, par exemple, d'une application comme Family, ça me sert à rien, d'accord, ou certains jeux, parce que quand vous installez pour la première fois Windows 11, ou quand vous le mettez, hein, quand vous achetez un ordinateur sur Windows 11, vous avez ce qu'on appelle des bloatware. C'est-à-dire, vous avez des logiciels qui sont installés en même temps que les logiciels de Microsoft. Alors, soit c'est des partenariats, hein, des applications partenaires avec un fabricant comme HP, comme Acer, comme Asus. Et puis, pour que vous payiez moins cher les ordinateurs, ils vont vendre une partie de logiciels. Alors, vous avez souvent des logiciels de jeu, des logiciels antivirus. Chez HP, vous avez souvent McAfee, d'ailleurs, qui est installé de base hein, sur les ordinateurs. Donc tout cela, vous pouvez les nettoyer si vous n'avez pas besoin. Pour nettoyer une application, c'est simple, hein, vous voyez qu'il m'installe peu à peu. Hein. D'ailleurs, toutes les applications, on voit que ça augmente. J'ai envie de désinstaller. Allez, on va en choisir une. Voilà, solitaire et Quasar Game. D'accord? J'ai pas envie de jouer forcément enfin, avec mon ordinateur. Ici, il suffit d'aller sur Autre option. D'accord? Vous avez les trois petits points tout à droite. Vous cliquez là et vous avez désinstallé. Donc, il suffit de cliquer sur désinstaller et vous allez valider la désinstallation par désinstallation. D'accord?
Vous attendez, alors il faut bien attendre hein, que le logiciel s'efface. Voilà, parfois il demande un peu de temps pour se mettre en route, ça dépend des installations. Il va vous marquer désinstaller, après il va être supprimé de la liste. Donc vous voyez que c'est assez simple pour désinstaller. Vous allez voir qu'on a d'autres manières, mais pour le coup c'est le plus simple. D'accord? Moi, qu'est-ce que Ninit me dit? Bah, il a installé déjà Firefox, il a installé 7-zip, il est en train d'installer VLC. On va attendre. Vous voyez que j'ai bien 7-zip qui s'est installé ici. Donc on va attendre, mais en tout cas, c'est une manière simple de désinstaller quelque chose. Parfois, vous avez aussi des logiciels qui fonctionnent moins bien dans certaines applications. Alors, je pense que Microsoft Edge peut être là. Alors, c'est pas modifié. Vous avez d'autres options parfois. Je vais essayer de l'en trouver une, Outlook peut-être. Voilà. Ici, vous voyez que suivant les logiciels, ici j'ai option avancée. Option avancée, c'est quand vous avez un logiciel qui fonctionne mal. D'accord? Par exemple, vous voyez qu'il bug, vous n'arrivez plus à l'ouvrir, ou il se referme automatiquement, etc. Alors c'est souvent des logiciels Windows, hein, mais c'est normal, c'est leur système. Vous avez la possibilité de réinitialiser ou de réparer tout simplement l'application. Ouais, vous voyez qu'il fonctionne mal, vous pouvez essayer de réparer l'application. Vous cliquez sur réparer, il va faire une réparation. Enfin, il va tenter de réparer l'application. Euh, Essayez de voir ça avant d'aller dans de différentes phases, hein, mais de toute façon, vous avez ces possibilités-là. Et puis, si vraiment ça vous ennuie, ou si vraiment vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le désinstaller et à le réinstaller par le Windows, le Microsoft Play Store. Vous avez la possibilité de faire ça. D'accord? Donc, la désinstallation et la modification est très simple. On a aussi le paramètre avancé des applications. Ça, c'est vous pouvez avoir des blocages. Si vous voyez que vous ne pouvez pas installer des applications sur votre ordinateur, il peut y avoir parfois des blocages. Voilà, ici. C'est-à-dire que vous pouvez définir que les applications ne doivent être installées que par le Microsoft Store pour être plus sécurisées si vous le souhaitez. Voilà. Mais vous pouvez être averti simplement, ou vous pouvez dire n'importe où, c'est moi qui installe, je maîtrise complètement, j'ai pas besoin de conseils en plus pour pouvoir installer des applications. Vous pouvez aussi désinstaller des mises à jour si vous voyez qu'une application fonctionne mal, d'accord? Et là, on va directement, voilà, vous voyez qu'après une mise à jour, vous avez des problèmes avec des fonctionnalités, vous pouvez aller directement là et vous voyez qu'on peut désinstaller des mises à jour récentes. D'accord. Regardez bien au niveau des dates. Vous voyez que celui-là, je l'ai installé le 30-01. Si à partir du 2 février ou du 3 février ou même du 1er février, je vois que j'ai des problèmes avec mon application, qu'elle démarre mal, que Windows a des soucis, si vous pouvez atteindre les paramètres, vous pouvez le désinstaller là, le temps qu'ils étudient une correction potentielle de Windows. D'accord? L'application par défaut. Très utile aussi si vous voulez choisir une application spécifique. Voilà, par défaut, vous voyez que voilà, alors là, il va me dire toutes les applications que j'ai, hein. Si j'ai envie d'installer, enfin de prendre Mozilla Firefox par exemple, comme application par défaut à la place de Microsoft Edge, il suffit que je clique sur l'application que je souhaite. Ici, je vais pouvoir définir une application par défaut et le définir directement ici. Voilà. Je le définis par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et vous voyez que toutes les choses ici ont changé en dessous. Ça veut dire que je vais pouvoir maintenant, si je vais cliquer sur un lien, ça m'ouvrira dans Firefox et ça m'ouvrira pas dans Microsoft Edge. C'est une possibilité comme ça, très rapide de changer d'application. D'accord? Donc, on a quand même des paramètres, vous voyez, qui sont relativement simples. Et on a les paramètres d'application de démarrage. Qu'est-ce que c'est? C'est que les applications, en fait, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, c'est un peu comme dans une voiture où vous auriez la clim ouverte à fond, vous auriez l'autoradio à fond, vous avez comme ça différentes fonctions qui vont être ouvertes, et ben on va pouvoir les fermer. Par exemple, moi j'ai pas envie que Microsoft Edge soit ouverte au démarrage, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il soit ouvert, sauf qu'il va me prendre un peu de RAM. Donc on va limiter comme ça ces applications qui s'ouvrent en même temps que l'ordinateur. Vous voyez que moi j'ai gardé le OneDrive,
J'ai gardé mes drives pour être synchronisés, hein, et puis j'ai gardé tout ce qui est de la sécurité. Le reste, ça n'a pas besoin. Ça va pas vous les désinstaller, vous les désactiver. C'est-à-dire, vous désactivez l'action de démarrer ces applications en même temps que le démarrage. D'accord? J'en ai passé pour les applications. On va passer à l'explorateur de fichiers. Voilà. À part s'il y a des questions sur les mises à jour ou autre chose. Non. Non, il n'y a pas eu grand-chose, mais n'hésitez pas, hein. J'ai déjà répondu à quelques questions, mais si vous avez des choses, vous le dites, il Voilà. n'y a pas de N'hésite souci. pas sinon hein, à me couper, à faire les questions-réponses hein, Ouais, pour aussi en l'instant, ouais, ouais, direct, en t'inquiète. live. Non. Il n'y a aucun Il y souci a une là. question éventuellement, parce que peut-être tu as une autre solution, parce qu'on me demande si est-ce que par Ninit, on peut déjà faire des mises à jour des applis déjà installées. Alors non, c'est quelque chose qui sert à installer de nouvelles installations, mais est-ce que tu as quelque chose éventuellement pour faciliter la mise à jour des applications, si tu as Oui, une alors astuce normalement ou... j'en parle, enfin je vais en parler à la fin il me semble, mais il y a une application qui est possible que vous pouvez retrouver sur le Microsoft Store, hein, qui s'appelle Winget UI, oui, il me semble. Hop, il me semble que c'est ça. Voilà. UniGet UI, pardon. Alors, c'est une application qu'on peut installer et qui va vous avertir ou qui peut faire les dernières mises à jour. Alors, pas de tout, hein. Vous avez certaines applications avec lesquelles ça ne fonctionne pas, mais vous avez tout ce qui est, en fait, ça va aller chercher directement dans les mises à jour. Voilà. UniGetUI, hein, vous pouvez le trouver vraiment sur le Microsoft Store. Vous voyez qu'il est quand même bien classé. Il a un 5.0. Moi, c'est ce que j'utilise en général sur mes ordinateurs pour être informé des mises à jour potentielles. D'accord? Pour être informé et pour les faire. C'est-à-dire que ça me valide, enfin ça me donne la liste hein, des applications qui sont disponibles. Voilà. Vous allez voir que si j'ouvre, pour moi c'est une application qui est très efficace hein, pour pouvoir faire les mises à jour. Alors vous avez le Microsoft Store. En général, la plupart des applications, quand c'est des applications Microsoft, se font automatiquement hein, par le Windows Update, comme les mises à jour du système. Par contre, effectivement, certaines applications, elles, ne se font pas par ce système-là. Donc, voilà. Alors là, on va le laisser, voilà, il est prêt à installer. Voilà. Vous voyez que il me dit, il y a une mise à jour potentielle. Donc, on va le faire, hein, la mise à jour, parce qu'il fait ses propres mises à jour. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'on est bien informé de sa propre mise à jour déjà du système. Voilà. Donc, vous laissez faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Voilà. Donc, ça, c'est bien une notification. Alors oui, c'est une manière assez simple hein, d'avoir des mises à jour de toutes ces applications relativement facilement. Et vous voyez qu'il m'a fait que Ninit derrière m'a fait toutes les installations et m'a mis en plus les icônes sur le bureau directement. Donc c'est plutôt efficace. Voilà, je pense qu'il a terminé. Ah bah non, il en installe encore Avira, Malwarebits et puis Foxy Reader. Vous voyez qu'il n'a pas encore fini complètement. On va le laisser faire hein, de toute façon. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de choses. Et puis, normalement, voilà, UniGetUI, il s'ouvre. Voilà, je pense que j'en parlerai après, mais bon, je fais la démonstration tout de suite parce que de toute façon, c'est une application qui est gratuite, qui est plutôt efficace. Comme je dis, hein, vous n'avez pas forcément, il y a certaines applications qui se mettent peu à jour ou alors il faut passer par le mode administrateur, mais dans l'ensemble, ça vous permet de les lancer. Alors bien sûr, il faut valider l'installation. Vous allez quand même être maître de votre installation. Voilà. Il suffit que je mette ça. Et puis, vous voyez qu'il est en train, bon, je peux accepter. Il est en train de vérifier les mises à jour. Alors, comme là, tout est neuf, normalement, je ne devrais pas avoir beaucoup de mises à jour, mais il va vérifier comme ça les mises à jour possibles. Et j'aurai plus qu'à cliquer sur mettre à jour la sélection. Voilà, je peux choisir ce que je veux mettre à jour. Je mets à jour la sélection et il va me faire la mise à jour automatiquement. C'est une application qui est plutôt efficace. On va voir s'il en trouve hein, par la suite. On va continuer, hein. On va parler de l'explorateur de fichiers. L'explorateur, je trouve qu'il a été, alors, pour le coup, épuré et complexifié par certains côtés. On va retrouver un accueil, une galerie qui peuvent perturber. On va retrouver des onglets qui sont pour moi plus efficaces, des onglets comme dans un navigateur. On va pouvoir ouvrir plusieurs dossiers du navigateur en même temps. On va retrouver un menu rapide et un menu étendu. Alors ça, je vais vous en parler parce que ça, c'est ce qui est le plus perturbant avec Windows 11, l'affichage des informations et épingler un dossier. On va voir tout ça. Alors,
L'explorateur de fichiers, vous voyez qu'on a des onglets potentiels, un peu comme dans un navigateur Internet, c'est-à-dire que le petit plus va vous nous permettre d'ouvrir un nouveau dossier à côté d'un autre. On a les icônes qui remplacent le ruban. Alors maintenant, c'est remplacé par des icônes pas forcément faciles hein, euh, à maîtriser au départ, mais on s'y fait. Ensuite, vous avez sur la colonne de gauche, alors vous avez à peu près toujours la même chose, sauf que maintenant, vous avez l'accueil, la galerie, et puis votre OneDrive. Et là, je vais en venir parce que c'est la question qui fâche quand même, la plupart du temps. Vous avez ensuite toute la partie des dossiers épinglés. Et dossier épinglé, c'est très utile. Ça vous permet tout simplement de, un peu comme un petit épingle, là, vous savez, vous en avez des tableaux de liège où vous mettez une note importante. Ça va permettre d'aller rapidement sur un dossier sur lequel on travaille régulièrement. Voilà. Si vous avez beaucoup de dossiers, si vous avez des dossiers sur des disques durs, des dossiers comme ça et que vous voulez les retrouver, y accéder rapidement, vous pouvez épingler un des dossiers et ensuite vous avez tout votre PC. Alors, on va faire le tour pour le coup parce que ça, c'est un peu les choses qui fâchent. Voilà. Alors déjà, l'accueil, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'accueil? On retrouve les dossiers de l'accès rapide, hein, tout ce qu'on a vu dernièrement. Alors si j'ouvre un nouveau dossier, on va pouvoir le retrouver dans le dossier accès rapide. Et puis les documents récents ou les documents favoris. Voilà. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut nommer des favoris dans des documents pour les retrouver beaucoup plus rapidement en dessous. Qu'est-ce que c'est? C'est, comme le dit hein, l'accueil ou l'accès rapide, c'est accéder rapidement à un contenu qui est sur son ordinateur et le retrouver rapidement. D'accord? Ensuite, vous avez Galerie. Alors, Galerie, ça répertorie toutes les photos qu'il y a sur votre ordinateur. Vous pouvez, voilà, vous voyez qu'on a un système qui répertorie toutes les photos avec des dates. Hein, possible. Alors c'est très pratique pour retrouver ces photos. C'est pas quelque chose qui est fait en général pour pouvoir les classer ou les modifier ou les déplacer. Voilà, c'est pas évident. C'est simplement quelque chose qui vous permet de retrouver effectivement, de savoir un peu les photos que vous avez. Alors si vous pouvez quand même les supprimer, vous pouvez les déplacer, les copier, etc. Euh, mais vous savez pas l'emplacement exact auquel c'est. Alors si vous avez iCloud, si vous avez des choses comme ça, c'est un peu perturbant parfois d'avoir cette notion de galerie qui peut apparaître là-dessus. Galerie, c'est pas photo. C'est avec l'application photo, vous pourrez aller plus loin hein, dans la maîtrise des photos. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir un accès rapide à différentes photos qui sont sur votre ordinateur pour les retrouver. Ensuite, vous avez le Drive. Et c'est là où c'est un peu gênant, je trouve, hein, c'est que Windows 11 n'est pas très cool avec ça. C'est que par défaut, tout ce qui est sur votre bureau, tout ce qui est sur vos documents, tout ce qui est dans votre dossier image, tout ce qui est des applications, tout ce qui est en général dans beaucoup de dossiers, hein, donc vous avez documents, images, bureau, ils sont directement euh, en fait, ils sont directement sauvegardés sur votre drive si vous ne faites pas attention. Donc, quand vous faites un transfert, quand vous passez de Windows 10 à Windows 11, si vous avez énormément de photos dans votre dossier photo ou dans votre dossier image, hein, bah, vous allez vite saturer votre espace de stockage qui est de 5 gigas. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est au départ, c'est quand vous avez Windows, enfin quand vous installez Windows 11 ou autre, c'est d'aller rapidement sur votre drive, alors qui doit apparaître en bas, hein. Vous voyez, OneDrive personnel à jour. Vous faites normalement un clic dessus, s'il veut bien. Voilà, là il rame un petit peu. On va essayer de voir. Voilà. Allô, allô, mon petit, mon petit. Vous avez en fait les paramètres hein, qui peuvent s'afficher. J'espère que je vais pouvoir l'atteindre quand même parce que là, il a du mal. Alors, la différence entre le dossier image et le dossier galerie, galerie répertorie tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Le dossier image, uniquement, c'est un dossier spécifique pour vos images. Voilà, pour vos photos. Galerie, justement, il répertorie tout ce que vous avez, quel que soit l'emplacement sur votre ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des photos dans un dossier qui est dans votre document, un dossier qui est sur le cloud, le Drive, etc. Ça va répertorier tout ça. C'est une galerie, c'est une galerie où vous allez retrouver toutes ces photos-là. Donc, c'est pas un dossier de classement, c'est un dossier
c'est un interface de lecture, c'est un interface de visibilité de vos images. C'est pas un dossier de classement. Et c'est là où c'est très perturbant. C'est ça qui me dérange le plus, c'est que pour vous faciliter la vie, hein, pour pouvoir retrouver toutes les photos, effectivement, vous pouvez passer par image, mais pour le coup, c'est pas là où vous avez forcément les images. Toutes les photos doivent être rangées dans le dossier images normalement. Alors voilà. Ici, OneDrive personnel, voilà. Vos fichiers vont être synchronisés, et puis je vais aller sur la petite icône hein, en haut ici pour aller dans les paramètres. Voilà. C'est là où je vous conseille d'aller très rapidement dans vos paramètres de Drive. C'est ce qui me fâche le plus, hein, pour le coup, avec Windows 11 dans l'utilisation, c'est que ils veulent vous faire acheter du OneDrive, du Microsoft Office. Ils sont là pour vendre, hein, ce qui est normal. Mais l'utilisation qu'on avait sur Windows 10, où tout était stocké sur vos disques durs en local, pour le coup, quand vous avez une sauvegarde, et on en reviendra justement sur les sauvegardes, ça va directement aller sur le OneDrive. Donc les sauvegarder des dossiers importants dans OneDrive, si je vais sur Gérer la sauvegarde, vous allez voir que par défaut, il va me proposer tout ce qui est sur... enfin, on va aller voir hein, s'il veut bien. Euh, hop, si, il va peut-être vouloir. Hmm. On va recommencer. Ah, il répond pas. Voilà. Windows tout craché. C'est terrible. Voilà, là je fais une démonstration en live, mais c'est pas évident. Ah, si voilà. Vous voyez que si je demande, si parce que la première fois que vous allez avoir Windows 11, hein, ou quand vous sauvegardez vos Windows 11, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder tout votre dossier document, il va sauvegarder tout votre dossier image, tout ce que vous avez sur le bureau. Il peut sauvegarder la musique et la vidéo. Alors vous vous rendez compte que dans 5 gigas de stockage, vous allez être très vite limité, hein, parce qu'une photo c'est 5 mégas, 5 gigas, ça va aller très vite. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de d'éliminer parfois, hein, voilà, poursuivre la sauvegarde. Je vais arrêter la sauvegarde et voilà, je veux arrêter la sauvegarde et choisir l'emplacement des conservations des fichiers. Je veux uniquement sur mon PC et je vais mettre OK. D'accord? Ça va être voilà, pas possible. OK. Mais ça va être assez utile si vous ne voulez pas utiliser votre OneDrive, si vous n'avez pas de place sur votre OneDrive. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi gérer tout simplement les dossiers que vous voulez mettre sur OneDrive, c'est-à-dire des dossiers PC importants sur votre PC. Vous pouvez simplement mettre, hein, OK, moi je veux sauvegarder uniquement mon dossier, mon dossier document. Voilà. Et puis vous pouvez aussi importer, si vous voulez, des photos ou les captures d'écran, ça sera automatiquement dans OneDrive. Voilà. Il faut aller vraiment sur votre compte et puis pour pouvoir paramétrer tout ça. Voilà, je vous conseille vraiment de le faire parce que sinon vous allez avoir des messages très rapidement de votre OneDrive qui va vous dire attention, vous êtes saturé, vous ne pourrez plus. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi tout simplement hein, interrompre la synchronisation le temps de faire un nettoyage complet et de déplacer vos dossiers. Pourquoi? Parce que quand vous allez, là je vous montre, hein, dans ce PC et puis dans disque C, je vais dans utilisateur, dans mon compte, hein, et puis là vous voyez que tout ce qu'il y a, si je vais dans OneDrive, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un dossier document, un dossier bureau, un dossier image, donc les mêmes dossiers hein, que j'ai sur le côté ici, ouais, document, image, bureau. Et puis, si je vais vraiment dans mon système propre, hein, j'ai bien un dossier document qui n'est pas utilisé. Et c'est de bien dommage parce que c'est celui-là qui est sur votre ordinateur. Donc, c'est celui-là qu'on devrait mettre à la rigueur en épinglé pour pouvoir les mettre dedans. Mais par défaut, il vous met dans un dossier. Alors, si vous déconnectez du OneDrive, vous pourrez toujours continuer à utiliser ce dossier, c'est pas un problème. Tout sera stocké uniquement sur votre ordinateur sans aucun problème. Vous voyez que ici, ça vous permet d'avoir dans la colonne statut vous avez comme ça des petites indications comme quoi tout est sur le drive pour le coup. Quand vous vous connectez la première fois, voilà, celui-là il n'y est plus, hein, il n'y a plus de souci. Vous voyez que le bureau je l'ai enlevé. Les téléchargements ils n'y sont pas. Par contre, si je vais de documents, j'ai bien une colonne statut qui apparaît avec les petits nuages ou les petits checks. C'est ce qui va me permettre de savoir que je suis sur OneDrive ou pas. D'accord. Mais vous avez quand même des avantages à cette application. Enfin,
ce système, c'est que là, moi, je vais retourner donc dans mes documents, hein, je vais retourner sur mon lecteur local, dans mon utilisateur, dans tuto, et puis je vais épingler ce dossier document ici. Donc, je fais un clic droit tout simplement sur le document et je vais pouvoir l'épingler au menu démarrer à l'accès rapide. Donc, moi, je l'épingle à accès rapide et vous voyez qu'il est apparu directement ici. Donc, je peux maintenant accéder rapidement à ce dossier qui est uniquement stocké sur mon ordinateur. D'accord? Alors, j'en viens aussi aux deux menus. Le petit menu rapide, hein, et puis voilà. Quand vous sélectionnez, alors vous voyez qu'ici, j'ai des icônes. Si vous ne sélectionnez rien, ils sont tous un peu grisés. Ça veut dire, alors je vais le mettre en plus gros pour que ça soit plus visible. Tout ça, c'est un peu grisé, ça veut dire que j'ai aucune action possible. D'accord? Si je clique une fois, vous voyez que j'ai des actions qui sont devenues possibles. Je peux couper, je peux copier, je peux renommer ou je peux le mettre à la corbeille. C'est-à-dire que vous avez, selon les actions qui sont possibles, hein, les icônes qui sont grisées ou mises en couleur. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait avant, hein, dans un ruban qui était beaucoup plus complet pour le coup, mais qui sont moins visibles actuellement. Donc, je vais rentrer dans mon dossier document. J'ai bien un dossier épinglé, un dossier favori que j'avais déjà créé, hein. Et puis, je vais vouloir créer un nouveau contenu. Pour le coup, il y a quand même quelque chose de simple, c'est que vous avez ici, nouveau, qui est un petit bouton. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez que vous pouvez cliquer, enfin, vous pouvez créer très rapidement un dossier. Alors, si vous avez la suite Office, vous pourrez créer aussi des documents, hein, un document texte, par exemple. Vous voyez que je crée le document texte, il s'inscrit directement dans le dossier dans lequel je suis. Je mets test GG, hein. Hop. Et puis, il est créé assez rapidement. Vous avez aussi la possibilité de le créer en faisant un clic droit. Et puis, vous avez nouveau qui apparaît aussi ici. Mais vous voyez que voilà, si je fais une sélection et puis je fais un clic droit, vous voyez que j'ai d'autres options qui sont ouvertes, hein. Copier, coller, voilà, les mêmes options qui sont en haut, hein. Exactement pareil. Et puis ouvrir avec. Mais on est très limité quand même. Si vous voulez afficher d'autres options, par exemple, moi j'ai gros problème, je lis beaucoup de fichiers musicaux avec VLC. Avant, quand on faisait un clic droit, on pouvait ajouter tout à la liste de lecture. Maintenant, on peut plus le faire. Enfin, on peut plus le faire avec un seul clic. Il faut aller sur afficher d'autres options. Et quand vous cliquez sur afficher d'autres options, pardon, vous allez avoir l'ancien menu qui s'affiche avec la même chose, hein. Ouvrir, ouvrir avec, set zip, voilà pour décompresser. Et puis, vous pouvez créer un raccourci, vous pouvez copier, coller, etc. En tout cas, vous avez tout un ensemble de l'ancien menu, en fait, hein, qu'on utilisait avec Windows 10, mais il faut faire deux actions pour pouvoir le faire. Il faut faire l'action du clic droit et ensuite, après, aller dans afficher d'autres options. Donc, c'est un peu contraignant, mais il n'y a pas de possibilité autrement. Si vous voulez trier, bah, vous avez l'option de tri, hein, qui est ici et l'option d'affichage aussi qui est ici. Voilà, vous voulez afficher sur grande icône. Si vous voyez que ça a changé, parce que vous appuyez sur CTRL, voilà, et puis la roulette de la souris, vous voyez que ça change l'affichage aussi, hein, des dossiers. Voilà. J'ai besoin d'afficher en liste ou en détail, bah, je vais pouvoir aller hop directement ici. Donc, n'hésitez pas à aller voir ici, hein. Vous avez aussi un volet de visualisation et puis vous avez un petit affichage ici pour afficher les dossiers cachés. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, hein, parce que vous allez avoir comme ça pas mal d'affichage. Il y a une petite chose aussi qu'on n'a pas vue, hein, c'est tout simplement vous avez des options ici. Voilà, où vous pouvez quand même sélectionner l'ensemble des fichiers en une seule fois. Voilà, ça c'est très pratique si vous voulez déplacer des fichiers. Vous allez sur les trois petits points ici. Et puis, voilà, on va pouvoir désélectionner, on va pouvoir sélectionner tout. Ou si vous avez, par exemple, sélectionné ces deux fichiers et puis non, maintenant c'est pas cela, vous pouvez inverser la sélection aussi et ça sélectionne l'autre, hein. Ça peut être utile pour gagner du temps. Et vous avez aussi des différentes options. Bon, enfin bon, pour le coup, vous avez aussi une recherche qui est en haut à droite, qui est très efficace. Alors bien sûr, ça va me rechercher dans Documents. Si je me mets sur Utilisateur, vous voyez qu'ici ça change, ça recherche dans Utilisateur. Si je me mets sur le disque C, ça va me rechercher sur le disque C. Et si je me mets sur ce PC, ça va rechercher sur l'ensemble du PC. Donc vous avez cet onglet de recherche qui est quand même efficace. Si je mets Test ici, il devrait me retrouver dans tout le PC, hein, un fichier qui devrait s'appeler test GG, hein. Si je mets test GG,
Ça devrait me le trouver plus rapidement. Alors, il va mettre du temps, mais il devrait me le trouver pour le coup, hein, assez, si j'espère, assez rapidement. C'est pas le cas. Et vous avez aussi des options hein, pour pouvoir avoir par taille, par type, par système de fichiers, si c'est des systèmes compressés, si c'est tous les sous-dossiers. Enfin, il va me rechercher comme ça partout le contenu. Donc vous avez quand même des choses qu'ils ont essayé de simplifier avec plus ou moins de bonheur. Voilà. Moi, ce qui me fâche le plus, c'est plutôt le OneDrive par rapport à ça. Voilà. Donc, on va maintenant accéder à la personnalisation. Voilà, oui, il faut cliquer sur Enter hein, pour pouvoir parfois. Alors, ça dépend des fonctions selon pour la recherche. Hein. Soit il y a de l'autocomplétion et puis ça va vous rechercher directement. Soit il va falloir appuyer sur Entrée si la recherche n'a pas commencé. On va pouvoir aussi hein, très rapidement changer certaines apparences. Alors l'apparence générale, certaines sont de thème clair, le fond d'écran, personnaliser donc son thème, l'apparence aussi du menu démarrer, la barre des tâches, le widget, hein, on l'a vu, là c'est la première chose que j'ai fait parce que sinon on avait pu en sortir. Et puis l'apparence du curseur, l'apparence du texte, voilà. Donc pour ça, on va retourner sur les paramètres. Vous allez voir que c'est relativement simple. Voilà, je vais fermer ici. Et puis, je vais retourner sur les paramètres, pour le coup, parce que tous ces paramètres-là, on les a dans trois parties. Vous les avez principalement dans personnalisation. D'accord? Personnalisation et accessibilité, c'est les deux parties où on va pouvoir retrouver toutes ces apparences. Alors, je crois que je vous le mets, voilà, ici, hein, donc personnalisation. On va pouvoir personnaliser l'arrière-plan, les couleurs, le thème, le verrouillage de l'écran, enfin l'écran de verrouillage, ce qui peut être aussi utile, hein, et puis le menu démarrer et la barre de recherche. Tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble pour le coup. Alors, dans personnalisation. Alors moi, je pourrais pas faire grand-chose parce que mon arrière-plan, il faut que j'active, hein, il faut activer, pour le coup, moi j'ai une version non active de Microsoft pour les tests. Donc, je vais pas pouvoir changer mon arrière-plan, mais vous pouvez choisir votre arrière-plan ici. Vous pouvez choisir donc des thèmes contrastés. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez avoir des images ou un arrière-plan uni ou une image que vous choisissez. Tout se passe ici, d'accord? Mais pour ça, il faut personnaliser. Enfin, il faut avoir une activation. Bon, je pourrais peut-être vous le faire voir autrement, mais on va voir ça. Les couleurs, c'est les couleurs d'accentuation. Alors pareil, hein, vous pouvez choisir des effets de transparence dans la barre en bas. Vous pouvez choisir, par exemple, vous voyez que là, comment vous avez la couleur, c'est bleu par défaut. C'est ce qui apparaît en haut, vous voyez, de Windows 11, hein. En fonction, c'est le bleu. Et puis, cette couleur, vous pouvez la changer. Vous pouvez aussi changer, pour le coup, hein, moi ce que j'aime bien, alors je vais vous le faire voir avec un autre petit dossier. Alors, je vais vous faire voir ça avec un dossier que j'ai. Ah si, j'ai oublié quelque chose de hyper important, pardon. J'ai oublié quelque chose de très très important dans le menu que je voulais voir avec vous, dans la fonction justement de nouvel explorateur de Windows, c'est justement les onglets. Vous voulez déplacer des photos, vous voulez déplacer des documents. Vous allez ouvrir votre dossier document. D'accord? Donc, je vais ouvrir mon dossier document ici. D'accord? Donc, c'est bien mes documents épinglés. C'est bien mon dossier qu'il y a sur mon ordinateur. Et je veux l'installer dans un autre dossier. D'accord? Ici, je peux ouvrir un autre, ce qu'on appelle un autre onglet. Et je vais pouvoir aller bah, sur mon autre dossier document. Hein. Vous voyez que j'ai bien deux onglets d'ouvert et je peux passer de l'un à l'autre rapidement. C'est très utile si vous voulez, par exemple, déplacer un fichier, au lieu de le glisser hein, sur le côté et puis de le perdre, vous pouvez le glisser directement en haut dans Document et puis vous le remettez ici et vous voyez que ça déplace directement dans Document. Vous pouvez aussi, hop, ok. Vous pouvez aussi tout simplement, ah bah là il s'est déplacé. Si j'ai besoin de déplacer le dossier épinglé, vous pouvez le couper comme ça, ou le copier, et puis, ah bah là il s'est fermé, bravo. Voilà.
Et voilà, le test GG. Et puis, une fois que vous êtes sur cet onglet, vous pouvez recoller. En fait, ça permet de pas se tromper de fichiers, de dossiers. Vous pouvez ouvrir, par exemple, un disque dur externe, vous pouvez ouvrir un lecteur, vous pouvez ouvrir n'importe quoi et passer d'un onglet à un autre. C'est bien pratique pour vérifier aussi si vous voulez déplacer des photos plus facilement, si vous voulez déplacer ou avoir plusieurs dossiers d'ouverts en même temps. C'est un peu comme sur un navigateur. N'hésitez pas à le faire parce que c'est quand même hyper utile. Au niveau des paramètres de personnalisation, d'accord, vous avez des thèmes contrastés et vous avez des petites modifications potentielles. Alors, ce qu'on appelle là pour le coup, il va falloir que je vous le fasse voir sur mon ordinateur perso. Pourquoi? Parce que voilà, ici, alors je vais vous le faire voir avec, je vais refermer un peu ça pour l'instant. Voilà, ici, voilà, je vais aller tout simplement sur personnalisation. Et puis vous allez voir ce que j'entends par certains côtés. Alors, je vais ouvrir un dossier, un fichier. Voilà, je vais vous demander quelques secondes pour pouvoir le mettre sur un dossier un peu spécifique. Voilà, ok. Je vais ouvrir ce petit explorateur en même temps. D'accord? Comme ça, vous verrez les différences potentielles. Donc, je peux choisir effectivement un arrière-plan. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de changer mes images, de choisir une couleur nid. Vous voyez que c'est devenu rouge. Je peux choisir de faire un diaporama. Je peux choisir, et là, ça va passer d'image en image. Je peux choisir le Microsoft à la une, hein. Donc, ça va être une image qui va être modifiée tous les jours ou parfois toutes les demi-heures ou tous les temps de temps, ou choisir une image qu'il y a sur votre ordinateur. Voilà. Et là, vous avez le choix. Vous voyez que derrière, hop, si j'affiche une image, vous voyez que ça change l'image derrière assez rapidement. D'accord? Et là, vous pouvez parcourir d'après vos photos, etc. Vous pouvez aussi choisir des thèmes contrastés. Les thèmes contrastés, c'est en cas pour rendre certaines visibilités un peu plus denses. Voilà. Ici, si je prends, voilà, il vous donne un petit aperçu. Alors, pour le coup, ça va certainement me fermer l'écran et me rouvrir l'écran. Voilà, je vais faire ciel nocturne et je vais faire appliquer. Vous voyez que normalement, on doit avoir un écran bleu et puis, vous voyez que c'est pas, enfin, j'espère que vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez que c'est en noir parce que si en noir avec les beaux boutons jaunes, etc., ça permet parfois d'avoir ce qu'on est vraiment dans les paramètres d'accessibilité, d'accord? On rentre vraiment dans des paramètres où, pour éviter justement de plus voir les éléments correctement, on va avoir comme ça des thèmes contrastés. Alors, je vais revenir sur un thème normal, hein, parce que pour le coup, voilà, ça va être plus facile. Et vous avez différents petits réglages aussi, comme ça, on verra par la suite. Vous avez la couleur, voilà, la couleur d'accentuation, hein. Pour le coup, moi, il est bleu, c'est-à-dire que si j'ouvre comme ça quelque chose, ou dans le menu démarrer, je vais parfois avoir des couleurs bleues qui vont apparaître. Alors, je pense que je l'ai enlevé. Et je peux choisir des couleurs rouges, par exemple, et dans certains menus, bah là, pour le coup, il n'y a rien qui apparaît. Ouais, normalement, ça doit apparaître. Alors peut-être dans les paramètres, oui, voilà. Tout autour, vous voyez que j'ai un petit liseré rouge qui s'est affiché. Voilà, ça ou dans le menu, dans certains menus, ça apparaît. Voilà, la petite icône sur le côté, hein, accessibilité, vous voyez, c'est en rouge. Donc ça, c'est des personnalisations potentielles. Bon, moi, je préfère le bleu pour le coup. Donc je vais revenir à mon bleu assez récent. Vous avez aussi la possibilité de choisir des modes sombres ou clairs. Alors, qu'est-ce qu'un mode sombre? C'est tout simplement que vous allez avoir tous vos écrans qui vont être en sombre. Alors, pour le coup, il va falloir que j'actualise un peu l'écran. Voilà, il passe mal, hein, mais hop, si j'ouvre téléchargement et je reviens sur Windows 11, voilà, là, il est bien passé en sombre. Il faut parfois un peu de latence, hein, pour pouvoir repasser et je peux le rechoisir en clair. Hop, il repasse en clair. D'accord? Le mode sombre, ça sert simplement, si vous êtes sur un ordinateur portable, à économiser un peu d'écran parce que faut savoir que le blanc nécessite plus d'énergie aussi que le mode sombre et ça va moins vous fatiguer les yeux. Vous avez des effets de transparence aussi, hein, qui vont être, voilà, vous voyez derrière, j'ai un petit effet de transparence qui arrive sur la partie gauche. Je peux le désactiver
pour avoir simplement un mode clair, hein, ça évite comme ça d'être trop perturbé. Et puis vous avez, moi j'adore, mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Quand vous avez comme ça différentes fenêtres d'ouvertes, hein, c'est pas toujours facile de savoir sur quelle fenêtre vous êtes. Vous avez affiché la couleur d'accentuation sur les barres de titre et les bordures de fenêtre. Alors si vous le faites, si vous le faites pas, le bordure de fenêtre, il est très gris. Et parfois, quand vous avez plusieurs fenêtres d'ouvertes, hein, si j'ouvre, mettons, un dossier, peut-être pas B2V, mais si j'ouvre un dossier, voilà, un dossier, celui-là, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Si vous avez plusieurs fenêtres qui se chevauchent, c'est pas toujours facile, hein, de savoir où vous êtes, dans quelle fenêtre vous êtes, puisque c'est très peu visible. En accentuant ici, hein, tout simplement la fenêtre d'accentuation, vous avez un petit rebord bleu qui vous permet de savoir un peu plus sur quelle fenêtre vous êtes, surtout si vous avez des fenêtres comme ça ouvertes un peu plus grand. Voilà, ça, c'est pas toujours évident. Vous avez aussi une chose qui n'existait pas sur Windows 10, c'est quand vous prenez une fenêtre et que vous allez vers le haut, vous pouvez choisir comme ça si vous voulez l'afficher dans un quart de page, une demi-page. Vous voyez, si je le lâche ici, vous avez en fait des options d'affichage pour pouvoir partager votre écran plus rapidement. Ça, vous l'avez directement en glissant votre fenêtre en haut ou alors en maintenant tout simplement le curseur ici. Et vous pouvez choisir avec la partie bleue, hein, quand vous êtes sur la partie bleue, hop, vous voyez que ça vous cale la présentation directement sur le côté et vous pouvez comme ça choisir différentes fenêtres. En fait, tout est lucieux. C'est pas mal aussi pour la partie Windows 11, hein, pour la personnalisation. Autre personnalisation possible, on va partir là sur l'accessibilité, c'est la taille du texte, effectivement. Vous voulez grossir votre texte. Alors, pour le coup, hein, c'est très peu visible par rapport à la visibilité derrière, mais vous pouvez comme ça agrandir la taille du texte jusqu'à 225%. Alors, faites attention, essayez d'éviter de l'agrandir beaucoup, enfin trop, parce que après, ça dépend de votre vue, mais adaptez-le vraiment à votre vue. Avec si je l'applique et je l'applique. Voilà. La fenêtre va se fermer normalement, si va bien. Et j'ai les applications qui sont normalement un peu plus grandes. Voilà, ça va me permettre d'afficher. Alors c'est surtout sur Internet, sur différentes choses comme ça, où normalement voilà, bah, l'affichage est plus grand, hein, au niveau des fenêtres que tout à l'heure. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement sur l'accessibilité. Vous avez aussi quelque chose que je conseille beaucoup, hein, c'est le pointeur de souris et les interactions tactiles. Alors, le pointeur de souris, pourquoi? Parce que quand il est blanc sur blanc, on ne le voit pas forcément. Moi, j'ai tendance à le mettre un peu plus gros et à le mettre en couleur rose pour pouvoir mieux le voir. Voilà. Vous voyez. Enfin, j'espère que vous le voyez en rose et plus gros. Ça permet de mieux le repérer, tout simplement, de mieux savoir où on est sur l'écran. Alors en vert ou dans d'autres couleurs bleues, il est moins visible en général sur des fonds d'écran comme ça. C'est-à-dire que le bleu, vous avez souvent des fonds d'écran bleus, vous avez souvent des fonds d'écran avec des prairies, des choses très vertes. Donc il vaut mieux avoir une couleur un peu criarde, un peu rose pour pouvoir mieux le repérer. Alors pas de chance, c'est un fond d'écran rose, mais sinon vous pouvez le faire. C'est toujours comme ça, hein, vous inquiétez. Voilà. Alors, Ninit, vous voyez qu'il a fermé, donc je vais le fermer aussi, ça va limiter l'action. Et Unigatui, voilà, j'ai pas de mise à jour, mais sinon il m'a mis, vous avez des mises à jour à faire. Voilà, je vais le fermer aussi, on va gagner comme ça un peu de possibilités. Donc vous pouvez comme ça personnaliser, vous voyez, le menu démarrer. Alors on va voir le menu démarrer et la barre des tâches aussi, puisque ça c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Je crois que voilà, on avait pas mal de personnalisation et d'accessibilité. On va repartir sur la barre des tâches. Voilà. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va ouvrir une application différente, voilà, si j'en ouvre 3, 4, vous allez voir qu'elles vont s'afficher et puis le menu démarrer ici, il va partir sur la gauche peu à peu. Oui, hop. Là, je vais le réduire. Je vais ouvrir après, on va dire, là, peut-être pas la corbeille, mais je rouvre une étui. Donc,
Et à chaque fois, le petit menu démarrer, ouais, il se décale sur la gauche. Alors pas toujours pratique hein, pour pouvoir le retrouver plus facilement. Ça, c'est quelque chose qui a tendance aussi, pareil, à me perturber énormément, mais ça tient qu'à moi, hein, mais libre à vous de le choisir. Vous pouvez le régler comme sur Windows 10, c'est-à-dire qu'il soit complètement à droite. Alors, pour pouvoir y aller, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un clic droit tout en bas dans la barre des tâches et vous allez sur gestionnaire des tâches, enfin pardon, paramètres de la barre des tâches, ou vous accédez directement par le menu paramètres dans personnalisation. Et là, si vous descendez un peu, vous voyez que vous avez la barre des tâches qui est ici. Donc on va aller voir, nous, la barre des tâches ici. Je vais juste fermer ici les paramètres. Voilà. Et ici, vous pouvez régler pas mal de choses. Alors, vous avez la vue des tâches. La vue des tâches, c'est quoi? C'est quand vous cliquez ici, voilà. Vous avez toutes les tâches qui sont ouvertes et vous pouvez avoir plusieurs bureaux. OK. Si vous en voulez pas, moi, j'ai pas forcément l'utilité. Je vais pouvoir désactiver cette partie-là et hop, vous voyez qu'elle a disparu tout en bas. Un autre petit paramètre, c'est la zone de recherche. Donc c'est le petit icône ici, hein. Vous pouvez avoir ici toute la zone de recherche. Alors pour le coup, là, quand vous êtes dans les paramètres, ça ne s'affiche pas. Mais vous pouvez uniquement mettre l'icône de recherche, c'est-à-dire le petit icône de recherche qui va vous ouvrir la recherche directement pour pouvoir l'ouvrir plutôt que d'avoir toute la bande de recherche. Je vais laisser la zone de recherche. Et puis si vous descendez un petit peu, vous pouvez aussi avoir un clavier tactile. Alors, clavier tactile, ça peut être utile si vous avez un clavier à pile, par exemple, et puis qui il arrive à avoir un problème. Alors voilà, vous pouvez utiliser un clavier comme ça, qui va s'afficher en bas. Vous voyez qu'il est affiché. Et quand vous cliquez dessus, il va ouvrir comme ça un clavier sur l'écran où je vais pouvoir taper mon mot de passe. Alors, ça peut être utile aussi quand vous avez un mot de passe à taper et que vous ne savez pas si vous êtes en majuscule ou minuscule, hein, parce que votre clavier n'a pas forcément l'indicateur de majuscule, minuscule, vous pouvez comme ça avoir ce petit clavier et vous voyez qu'on peut comme ça taper les majuscules, les minuscules et être sûr d'avoir tapé le bon clavier. Voilà, le bon mot de passe. Ça, vous pouvez l'activer ou le désactiver, hein. Alors là, je vais le mettre quand aucun clavier n'est attaché. Ça va repérer. S'il n'y a aucun clavier qui est sur le support, on va pouvoir l'avoir. La date et heure, notification. Et puis ici, on a une petite chose qui est utile, hein. C'est les deux petites choses. Autre icône de la barre système. Alors, bah, système, c'est quoi? C'est ici. Vous avez une petite barre avec différents icônes. Vous voyez, on a une iDesk, on peut avoir comme ça une iDesk, une iGetUI. Si je l'active, hop, hein, on va pouvoir le mettre ici, dans la barre qui est ici, ou le mettre en cachet, c'est-à-dire qu'il va apparaître dans la petite fenêtre, enfin dans la petite, avec la petite flèche comme ça. Et vous pouvez activer ou désactiver différentes icônes et vous pouvez en mettre comme ça. Vous pouvez aussi en choisir, hein. Voilà, si je veux mettre l'icône de sécurité directement à côté ici hein, de l'icône Windows, j'ai juste besoin de l'activer et il va apparaître constamment ici. Ça peut être utile pour savoir si on a des problèmes de sécurité pour les voir plus rapidement. D'accord? Une autre petite chose que vous pouvez aussi tout simplement, hein, c'est là où vous pouvez cacher la barre automatiquement ou pas, et vous pouvez l'aligner la barre directement à gauche. C'est-à-dire que le menu démarrer, au lieu d'être au milieu, on va le placer à gauche. Alors il n'y a pas beaucoup de choix, hein, c'est à gauche ou au centre, mais il suffit de le mettre à gauche et hop, il est directement à gauche. J'ai plus besoin de m'en occuper, il va plus bouger et je vais le laisser comme ça pour l'instant parce que je préfère qu'il soit comme ça pour le coup. Voilà, donc c'est des petits réglages qui sont quand même très utiles, très rapides à mettre en place au niveau de l'écran. Voilà. Le menu démarrer, on va voir maintenant le menu démarrer et l'écran de verrouillage. Donc le menu démarrer, et je me suis trompé de fenêtre. Voilà. Le menu démarrer, donc c'est sur le côté. On va revenir à personnalisation. On va retourner sur le menu démarrer. Alors qu'est-ce que le menu démarrer? Le menu démarrer, c'est le petit, voilà, quand je clique ici, on va avoir les applications épinglées, d'accord? Et puis quelques recommandations, le compte, et puis la possibilité de démarrer le système ou de le redémarrer ou faire les mises à jour, etc. Ce petit menu démarrer peut être modifié. Sachez que voilà, toutes les applications sont pas là, mais il y a quand même des choses qui sont utiles. Mettons, je veux mettre les deux navigateurs en même temps, bah, je vais prendre mon navigateur Firefox, je clique dessus, je vais le placer avec l'autre navigateur, et qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait un dossier
comme sur vos téléphones, hein, vous pouvez avoir ça pour pouvoir justement mettre les applications dans un même endroit. Voilà. Comme ça permet de gagner de la place et puis de pouvoir ouvrir des navigations, des applications. Si j'ai envie de mettre photo, par exemple, avec une autre application, je peux déplacer l'application de photo et puis je vais mettre bah, image. Voilà. C'est là où je vais traiter tout ce qui est des images ou des vidéos, etc. D'accord? Et ces applications, je peux les bouger comme sur un téléphone, hein, de droite à gauche. Voilà, si j'ai besoin de mettre le paramètre avant, bah, je vais tout simplement choisir de le mettre avant pour qu'il apparaisse tout en haut. Donc c'est un menu qui est très malléable et très personnalisable. Ça permet d'éviter d'avoir bah, toutes les icônes, par exemple, ici. Voilà, là je vais enlever tous les raccourcis bureau, je vais enlever Unigateway, je vais enlever tous les raccourcis que j'ai ici, d'accord? Je vais enlever tout ça. Hop, je vais supprimer tous ces petits raccourcis qui me prennent de la place sur le bureau, qui m'empêchent de voir correctement ce que j'ai, si c'est possible. Alors, je vais tout supprimer. Et comme ça, j'ai des applications assez utiles et je vais pouvoir les avoir ici directement. D'accord? C'est une possibilité de simplifier la visibilité. Toutes ces applications, vous les retrouvez aussi, vous avez une recherche ici directement, hein. Si vous voulez rechercher une application, mettons Zoom, il suffit de taper les premières lettres. Hein. En général, quand je fais de l'assistance, je demande à rechercher assistance rapide. C'est une possibilité aussi d'avoir une assistance rapide avec nous, hein. C'est un programme de Windows. Vous pouvez le rechercher tout simplement en tapant assistance ici ou les premiers mots. Enfin, vous voyez que j'ai pas besoin, je fais les trois premières lettres et ça me trouve comme ça plein de paramètres dedans. D'accord? Dans le menu démarrer, vous avez aussi, et j'en viens assez rapidement parce qu'on n'a pas vu encore les sauvegardes. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de rajouter des éléments pour vous faciliter la vie. Et les éléments qu'on peut rajouter, vous voyez qu'on peut afficher ou désafficher certaines choses et vous pouvez afficher vos dossiers. C'est-à-dire que là, si j'ai besoin d'accéder rapidement à l'explorateur de fichiers ou aux paramètres, à mes documents, et puis à mes images, il suffit que je coche ici et quand je vais cliquer sur le menu démarrer, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir ici en bas mes paramètres, mes images et mes documents. Si je clique dessus, je vais ouvrir directement le dossier document, vous voyez, qui est bien sûr dans mon OneDrive, mais j'ouvre bien mes dossiers documents beaucoup plus rapidement. C'est une manière, hein, d'avoir des raccourcis. Au lieu d'avoir des raccourcis sur votre bureau ici, vous l'avez directement ici. D'accord? Je veux accéder à mes paramètres, je peux accéder comme ça rapidement à mes paramètres. Le petit écran de verrouillage, et je vais finir avec les paramètres à ce niveau-là. Hop, petit écran de verrouillage, c'est pareil, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir apparaître sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez avoir un widget, par exemple, avec la météo si vous le souhaitez, ou personnaliser l'image qui est sur votre écran de verrouillage. Parfois, il y en a qui me disent, ah, ben, tout est devenu bleu. Ça, c'est suite à une mise à jour, hein. Mais vous pouvez aussi appliquer comme ça un verrouillage, un écran de verrouillage comme sur votre téléphone, différent de votre appareil, enfin de votre écran final. D'accord? Les curseurs, donc ça on l'a vu, hein, mais vous pouvez aussi adapter la narration, la voix, la taille du texte, donc le curseur de texte, les couleurs. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai montré, hein, le curseur de la souris et la taille du texte. Vous pouvez aussi avoir le curseur de texte, c'est la petite barre, hein, qui clignote pour vous repérer sur un texte. Vous avez la loupe aussi, hein. Parfois, il vaut mieux avoir une loupe que d'avoir l'agrandissement total de votre écran. Souvent, on loupe des éléments. Là, pour le coup, avec la loupe, ça permet de se focaliser. Et vous avez des paramètres comme le narrateur, ça va vous permettre de gérer, enfin d'avoir tous les éléments qui vont être lus pour ceux qui ont des problèmes visuels, et la possibilité aussi de diriger votre ordinateur avec ou de dicter tout simplement des textes par la voix. Voilà, tout ça c'est dans la partie accessibilité. Vous voyez que vous avez ici voix. Et ça permet, quand vous allez dessus, vous pouvez saisir directement, hein, les textes avec votre voix en tapant sur Windows plus H. Voilà, quand vous tapez sur Windows plus H, vous allez comme ça ouvrir le réglage de son normalement sur votre ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est des paramètres que vous pouvez avoir
rapidement hein, sur votre ordinateur. On va passer à la sécurité, les mises à jour et les sauvegardes. Voilà. Vous voyez que j'en parlais hein, des mises à jour avec une ligatouille. Donc, j'y reviens. Mais les mises à jour, alors là, vous avez une sécurité qui est intégrée qui s'appelle Windows Defender. Donc, pas forcément besoin d'un antivirus en plus. Vous pouvez en mettre un si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des petites applications supplémentaires dans vos navigateurs, hein, des petits protecteurs. Mais par défaut, vous retrouvez la suite Windows Defender avec des protections contre les virus. Alors là, vous avez Avira Sécurité. Bah oui, puisque je l'ai installé tout à l'heure. Donc, on va le désinstaller si on veut le voir. Mais par défaut, vous avez toute la suite antivirus. D'ailleurs, on va le virer tout de suite, Avira. Hop. Alors, où il est? Avira, Avira, Avira. Pourquoi il apparaît pas? Eh ben non, pourtant, il n'y est pas. Ah si, il est en bas. Hop, on va l'enlever, celui-là. On va le désactiver surtout. Désactiver la protection en temps réel. Alors, on va le désactiver pendant 10 minutes. Là, il va nous dire qu'il n'y a plus d'activation. Voilà, oui. Et vous allez voir très rapidement, normalement. Voilà. On a normalement la protection, mais par défaut, hein, l'option Defender, de toute façon, il va se mettre automatiquement. Alors, je vais plutôt l'enlever, ça va être plus simple pour nous, parce que c'est vrai que je l'avais installé en même temps que le système. Vous pouvez l'installer, hein, c'est la version gratuite, hein. Sachez que quand vous installez avec Ninit ou autre, vous avez Avira, la protection Avira Sécurité, qui est une protection gratuite. Bon, là, je vais la désinstaller parce que ça va plus me gêner qu'autre chose pour vous faire voir la sécurité. Mais en tout cas, vous avez déjà la protection contre les virus et les menaces, une protection du compte hein, qui est fait par Microsoft, le pare-feu, les protections des réseaux, voilà. Vous avez le contrôle des applications et des navigateurs. Vous voyez que si vous avez un petit souci, quand je vais à l'accueil et que j'ai un petit souci sur une des options de sécurité, vous allez avoir un petit message comme ça avec un petit icône que vous retrouvez tout en bas d'ailleurs dans le petit bouclier. Action recommandée. Ça, vous pouvez l'avoir assez voilà, sur la sécurité. Il suffit d'activer dans ces cas-là et vous voyez que ça remet en vert. Il vous demande souvent hein, accéder aux paramètres. Voilà, est-ce que j'ai besoin de faire l'intégrité? Ça isole le noyau. Essayez d'activer le maximum de protection possible si vous le pouvez. C'est assez utile. Et voilà, donc ça, vous avez déjà de toute façon la protection intégrée. La protection, vous la retrouvez soit dans le petit nuage en bas, on va le désinstaller, oui, ignorer l'enquête, et on va le désinstaller pour le coup. On va le mettre en bas, oui, s'il te plaît. Yes, ah, et bon, c'est plus facile à installer que à désinstaller, hein. Pour retrouver la sécurité, vous avez confidentialité et sécurité, et vous voyez que vous avez votre sécurité Windows qui est ici, d'accord? Si vous cliquez ici, vous allez retourner sur toute la protection, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez aussi les Windows Update. Windows Update, normalement, il va se faire automatiquement, sauf que pour certaines fois, il va vous demander effectivement d'avoir une action supplémentaire. Un conseil, désactivez, recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Pourquoi? Parce que ces mises à jour de Microsoft sont des mises à jour facultatives. C'est souvent des mises à jour, ce qu'on appelle en bêta test, c'est-à-dire des mises à jour de test, qui vont vous proposer des mises à jour donc facultatives, donc avec des possibles bugs. Donc, il vaut mieux attendre d'avoir la mise à jour complète et la mise à jour stable pour pouvoir faire la mise à jour. D'accord? Les mises à jour, de toute façon, elles vont être là, hein. Il suffit d'installer tout quand il vous le demande, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il l'installera soit à l'extinction, soit dans des périodes un peu où vous n'utilisez pas hein, votre ordinateur. L'avantage, pour le coup, vous avez l'historique des mises à jour où vous pouvez normalement désinstaller des mises à jour. Voilà, si vous avez un problème, vous avez ici, dans l'historique de mise à jour, la possibilité de désinstaller des mises à jour. Une chose aussi que je trouve très bien, pour le coup. Franchement, là-dessus, ils sont très bien. C'est que vous avez une option avancée maintenant qui est en bas. Et quand vous allez dans les options avancées, ici, vous pouvez
choisir d'aller voir les mises à jour facultatives. Et dans ces mises à jour facultatives, vous avez la mise à jour des pilotes. Pour ceux qui me demandent souvent, ah bah j'ai un problème avec les pilotes, vous avez comme ça la mise à jour aussi des pilotes. Donc là, il n'y apparaît pas parce que j'ai pas de pilote dessus, mais si je vais sur mon système, il y aura certainement des pilotes hein, disponibles. On va les voir hein, ensemble. Vous voyez que là, je suis sur mon système personnel. Je vais aller à Windows Update. Voilà, je vais aller plus. Je vais aller dans Options avancées. Et puis dans les options avancées, j'ai mise à jour facultative. Ah bah non, vous voyez que j'ai la même. Donc j'ai pas de pilote possible. Mais sinon, les pilotes, vous verrez ils s'inscrivent ici directement. Donc ça peut être une bonne option si vous voulez avoir les mises à jour des pilotes. Voilà. Pour ceux qui me demandent comment on met à jour les pilotes, j'ai mon antivirus qui m'indique que les pilotes sont pas à jour. Il me demande souvent qu'est-ce que je peux faire, etc. Est-ce qu'il faut que je prenne la version premium ou pas? Et ben dans Windows 11, vous aurez la possibilité de les mettre à jour rapidement. Voilà. Au lieu de passer par le gestionnaire de périphériques. Enfin, je vais pas vous faire voir l'autre partie parce que pour le coup, on a une partie qui est très simple et très efficace mise en place par Windows. Là où ça pêche un peu, là où je suis un peu moins content du coup, de Windows, alors les mises à jour des applications se font par le store ou par la mise à jour directement. Hein. Euh, voilà, là où je suis un peu moins content, vous voyez que je vous ai mis hein, toutes les options avancées de Windows Update. Là où c'est le moins efficace, pour le coup, c'est sur les sauvegardes. Je vous ai parlé hein, de OneDrive intégré. Vous pouvez encore, alors pour l'instant, d'accord, appliquer l'historique des fichiers, avoir simplement une sauvegarde de vos fichiers. Alors, vous pouvez utiliser la sauvegarde de OneDrive, hein. Libre à vous. Si vous avez pris, mettons, une suite avec abonnement, hein, Office 365, voilà, attention, hein, dans Office 365, vous avez une version avec l'IA, une version sans IA qui est à 30 euros moins cher. Donc, vérifiez bien tout en bas de la page parce que avant d'activer hein, votre Office 365, avant de l'acheter, vérifiez bien toutes les options possibles parce que vous avez une option sans IA si vous le souhaitez qui est un peu moins cher, mais qui vous permet d'avoir, et vous avez une option aussi à 2 euros, je crois, pour simplement la partie OneDrive, si vous voulez augmenter votre capacité OneDrive. Mais en tout cas, ça va aller directement là-dessus. Si vous avez effectivement pris enfin, Microsoft Office, vous avez, il me semble, 1 Tera de validité de stockage. 1 Tera, c'est large, hein. Vous avez de quoi, dans ces cas-là, d'appliquer les sauvegardes d'intérêt à intégrer directement avec OneDrive. Si vous ne voulez pas le faire, vous avez encore deux options. Alors, l'option 1, bien sûr, il m'a ouvert ça, je vais le fermer. Voilà. L'option 1, c'est de passer, hop, ici, vous faites un clic droit sur le menu démarrer. Non, c'est pas ça. Vous cliquez dessus directement et vous tapez panneau. Voilà. Et vous allez taper dans panneau de configuration. D'accord? C'est une des seules manières hein, que j'ai trouvé pour y accéder. Panneau de configuration, vous allez atterrir sur le vieux panneau de configuration de Windows 7 qui est encore efficace sur Windows 11. Mais vous allez voir que c'est utile parce que c'est le seul endroit où on peut encore malheureusement faire des sauvegardes. Alors moi, je vais pas mettre en catégorie, je vais mettre en grande icône, pardon. Voilà, pour trouver ça. Et puis ici, vous avez historique de fichiers. Voilà. Et c'est là où vous pouvez faire encore oh, un petit, comment- une petite sauvegarde en fait de vos fichiers. Vous voyez que il peut sauvegarder bibliothèque, bureau, contacts et favoris. Il va falloir simplement connecter un- comment, un disque dur ou alors je vais essayer de vous le faire voir autrement. Panneau de configuration. Ouais, je l'ai en noir. Hop, je vais vous le faire voir si il veut bien. Voilà, vous voyez que j'ai atteint les mêmes choses. Je vais aller à l'historique de fichiers. Et puis ici, on peut conserver l'historique de vos fichiers. Donc, hop, voilà. Je peux choisir, donc dans ces cas-là, une clé USB ou un disque dur externe. Et je vais choisir mes fichiers. Alors, le problème,
c'est qu'au lieu de choisir les fichiers qu'on veut sauvegarder, il va falloir exclure tout simplement les fichiers ou les dossiers qu'on veut pas. Alors ça peut être très long si on veut uniquement voilà, exclure de l'historique des fichiers. Vous ne voulez pas enregistrer des copies de dossiers de bibliothèques spécifiques, ajoutez-les ici. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir les dossiers qu'on veut sauvegarder, il va falloir exclure tous les dossiers qu'on veut pas sauvegarder. Pour le coup, ça devient très problématique, mais c'est une des manières encore d'avoir une historique de fichiers. L'autre manière, ça va être de passer tout simplement par la sauvegarde d'image système. Voilà. Et là, on rentre hein, effectivement dans un vieux type de sauvegarde qui est la sauvegarde à la Windows 7. C'est-à-dire qu'on sauvegarde l'intégralité de son ordinateur. Alors pour le coup, c'est très lourd. On va sauvegarder son système. Alors c'est très efficace. Enfin, ça peut être efficace si on a un gros problème et puis revenir en arrière. Mais bon, pour le coup, c'est quand même très très lourd. Mais vous avez encore cette manière-là. Pour moi, le plus efficace quand même reste d'utiliser un outil externe parce que je suis relativement déçu au final des outils internes de Microsoft, hein. Pour le coup, on n'a pas la possibilité de sauvegarder facilement des fichiers à part, effectivement, par la sauvegarde image hein, de tout son système, qui est une sauvegarde. Enfin, le programme n'a pas évolué depuis Windows 7, alors il est peut-être efficace, mais ça va vous prendre quand même pas mal de place. Vous avez deux programmes. Alors, vous avez Home Backup et Restore. Alors, je crois qu'il est passé, pour le coup, il me semble qu'il n'a pas été validé. Enfin, mon antivirus a dit que c'était un petit problème, mais on va voir ça ensemble. Voilà, programme, parce que je l'avais mis là-dedans, il me semble. Où je l'ai mis sur mon espace téléchargement. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Backup et Restore. Bah non, il me l'a enlevé, voilà. C'est ce que je craignais, c'est que je l'ai vu travailler hier et il me l'avait enlevé, mais Home Backup et Restore, c'est un petit programme qui va vous permettre de choisir les dossiers que vous voulez sauvegarder. Alors, je vais essayer d'aller le rechercher quand même. D'aller chercher un petit programme que vous souhaitez et toutes les choses que vous voulez sauvegarder. Alors, on va aller le rechercher et je vous le montrerai après si j'ai le temps. Et vous avez FreeFile 5. Alors pour le coup, pour moi, c'est le plus simple à utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un petit programme qui est facile à installer. C'est un programme qui est gratuit. Vous choisissez tout simplement, alors si je mets nouveau, hein, vous choisissez le dossier que vous voulez sauvegarder. Mettons, je veux sauvegarder mon dossier document, hein. Voilà, parce que celui-là, j'ai mes dossiers Amélie, j'ai mes assurances, etc. Je sélectionne ce dossier. Je vais choisir, voilà, le dossier sur lequel je veux le mettre. Mettons, je vais le mettre dans mes sauvegardes, voilà, dans mon dossier sauvegarde que j'ai sur un disque dur externe. Voilà, je vais créer un dossier et puis je vais choisir comment je veux le sauvegarder. Voilà. Est-ce que je veux le sauvegarder? Est-ce que je veux le synchroniser dans les deux sens? Et là, il va me dire, bah, tout ce que j'ai d'un côté, je vais le rajouter d'un autre. Et puis tout ce que j'ai du côté gauche, alors, sur mon dossier document, je vais le sauvegarder aussi. Alors moi, je préfère, c'est pas dans les deux sens, c'est dans un sens et ça va être dans la mise à jour. D'accord? Alors soit vous pouvez faire miroir, d'accord? Miroir, c'est pas mal parce que ça vous ajoute toutes les modifications que vous faites sur votre ordinateur, elles vont être directement synchronisées et mis à jour sur votre espace externe. C'est utile, ça existe sur tous les systèmes. Pour le coup, vous le trouvez aussi sur Mac et sur Linux. Je trouve hein, que c'est le système le plus stable que j'ai eu, le plus rapide. Pourquoi? Parce que je peux comparer aussi les fichiers. Voilà, si je prends moi un backup que j'ai déjà fait, hein, voilà, ici, voilà, SC Perso par exemple, vous voyez que j'ai mes dossiers qui sont déjà faits. En plus, je garde hein, mon environnement, je garde mes paramètres, je vais comparer. Il va me dire, voilà, il a rien trouvé. Vous voyez que ça veut dire que j'ai pas changé depuis il y a 2 jours. Si je compare ici, peut-être que je vais avoir, voilà, il va me comparer les éléments que j'ai sur mon dossier, les éléments que j'ai sur mon disque de sauvegarde. Et puis, si j'ai des éléments qui vont être modifiés d'un côté, il va me dire, attention, moi, j'ai ces nouveaux éléments, alors que ça peut être un document Word hein, que vous avez modifié, ça peut être un document, une image que vous avez rajoutée, mais vous pouvez comme ça
le sauvegarder beaucoup plus rapidement. C'est pour le coup, j'irais, le meilleur système de sauvegarde. Et puis vous avez Home Backup et Restore. Alors, je sais pas si il me semble hein, que mon ordinateur, enfin mon antivirus a trouvé qu'il y avait une faille potentielle. Donc je sais pas si je vais pouvoir le retrouver tout directement. Non, je pense il me l'a enlevé totalement. Je pourrais vous le refaire voir une autre fois hein, si c'est possible. Est-ce que je l'ai dans Programme? Non, je l'ai pas non plus là-dessus. Donc il a dû me le retirer de tout le système. Mais à voir, tester hein, si vous le voulez. C'est un programme open source pareil. Je retesterai si vous avez des doutes, enfin si on a des doutes pour pouvoir le retrouver. Donc les sauvegardes Windows, hein, ça va être dans Compte et vous allez pouvoir sauvegarder uniquement vos fichiers, vos applications. Mais quand vous cliquez ici, ça va directement vous ramener vers OneDrive. Donc vous pouvez tout sauvegarder sur OneDrive, pas de problème, parce que il suffit de se reconnecter sur un autre appareil et vous pourrez retrouver comme Google Drive, comme iCloud, toutes vos données sur un autre appareil. Si vous voulez pas le faire parce que vous voulez être en local, à ce moment-là, il faudra passer par un autre système. Sauvegarder et restaurer, vous voyez, c'est bien Windows 7, ou l'historique de fichiers par le panneau de configuration comme je vous l'ai fait voir. Un nettoyage. Alors, le petit nettoyage. Et pour finir, normalement, hein, je crois, le bout du bout, ça a été un peu long aujourd'hui encore. Le nettoyage, voilà, ça c'est terminé. Hop, on va démarrer plus tard. Ici, l'historique de fichiers, je vous l'enlève. Pour le coup, vous avez, comme d'habitude, un nettoyage intégré. Alors, soit vous faites nettoyage directement dans la barre de recherche, hein, voilà. Et puis, vous avez le nettoyage de disque, voilà, qui permet de nettoyer rapidement certaines traces sur votre ordinateur. Soit vous avez, et là, pour le coup, je trouve que c'est quand même plus simple que ce qu'il y avait avant. Voilà, je vais annuler. On va retourner dans les paramètres, et puis dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a dans le système? Voilà, là, pour le coup, c'est dans Système. Je vais y aller ici peu, quand il voudra bien s'ouvrir. Voilà. Dans Système, en fait, vous avez plusieurs paramètres, dont le stockage. Voilà. Ici, ça va vous servir à savoir ce que vous avez effectivement sur votre disque dur. Donc, les applications installées. Alors, vous pouvez mettre toutes les catégories, hein. Vous voyez que j'ai les applications, le système, les fichiers temporaires, les images, les bios. Ça vous permet comme ça d'avoir un étendu, enfin un état des lieux de votre espace de stockage. Et puis, dans cet espace de stockage, voilà, vous avez, je reviens un peu en arrière pour le coup, vous avez un petit assistant de stockage qui est juste en dessous que vous pouvez enclencher, activer, et là, il va travailler pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez définir, voilà, exécuter l'assistance de stockage soit pendant la faible quantité d'un espace, ou tous les jours, ou chaque semaine, ou chaque mois. C'est-à-dire qu'il va faire le travail à votre place, il va vider, il va vous nettoyer votre ordinateur, enfin en partie, hein, tout ce qu'il y a dans votre certaines traces qu'il y a dans votre ordinateur. Les dossiers, enfin tous les fichiers qui sont dans votre corbeille, vous pouvez aussi, s'ils s'y trouvent depuis plus de 30 jours, ils vont être supprimés. C'est-à-dire que tous les fichiers qu'il y a dans corbeille de plus de 30 jours vont être supprimés automatiquement, mais vous pouvez le définir à un jour, 14 jours, 60 jours ou jamais. Comme vous voulez, 30 jours, c'est pas mal, hein. Ça vous laisse le temps quand même de récupérer des données. Pareil pour le dossier fichier téléchargement. Attention, dans votre dossier téléchargement, c'est un dossier que vous ne videz que très peu en général, hein. C'est un fichier, moi aussi, je le vide très peu, pas assez en tout cas. C'est le dossier dans lequel vous téléchargez tout ce que vous avez téléchargé d'Internet. Donc vous téléchargez vos pièces jointes, vous téléchargez les programmes, vous téléchargez comme ça les programmes d'installation. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des choses qui viennent d'Internet. Donc faites attention à ça. En général, c'est jamais par défaut, mais vous pouvez le régler aussi à 60 jours ou 30 jours pour pouvoir libérer de la place. Voilà, moi je ne sais pas quoi faire de mes dossiers de toute façon, mes pièces jointes, je les télécharge et je les range, donc j'ai pas besoin de ça. Je peux définir à 30 jours aussi. Tout ce qui aura plus de 30 jours va être éliminé automatiquement de mon dossier téléchargement. Tuto, le contenu, pareil, en ligne, hein, tout ça sera exécuté. Et ici, donc je peux dire exécuter l'assistance de stockage maintenant. Hop, il va nettoyer tous les fichiers
qu'il a à nettoyer et comme ça, il peut le faire tous les 30 jours par défaut. Il n'y aura aucun souci. Alors, pour le coup, hein, il faudra plutôt être connecté quand vous activez votre version de Windows, il n'y aura aucun problème. Il nettoiera automatiquement votre ordinateur. Voilà. Tout ça, il y a quand même des facilités hein, sur l'utilisation sur Windows 11. Donc c'est une évolution vraiment sans grande révolution parce que vous retrouvez exactement les mêmes choses, hein. Vous pouvez installer une application, vous avez à peu près les mêmes réglages du visuel. Alors c'est pour tous ceux qui craignent de passer à Windows 11, oui, il y a encore des petits bugs, voilà, parce que c'est une version qui est en complète évolution. Je vous ai pas parlé, si, attention, d'une petite chose, voilà quand même. Sinon je vais me faire taper sur les doigts. Dans les paramètres, ici dans confidentiel et sécurité, pour ceux qui souhaitent un peu moins d'IA, voilà, dans leur système Windows, il va falloir aller, alors, sur Edge, malheureusement, on peut difficilement faire autre chose que de masquer Copilot. Voilà, vous n'avez plus beaucoup de possibilités d'empêcher l'IA. Ils veulent tellement la vendre qu'ils vous la vendent partout. Sachez qu'ils vont la mettre directement maintenant dans les installations Windows. Vous avez ici, donc, hop, conversation. Voilà, si vous voulez pas utiliser Copilot ou pour pas le voir, vous faites un clic droit et vous masquez Copilot. Voilà, ça va le masquer. Voilà, ouais, apparence, hein, afficher le bouton Copilot. Hop, et vous pouvez paramétrer les paramètres Copilot. Voilà. C'est là où il faut aller pour pouvoir enlever Copilot, en tout cas le masquer potentiellement. Donc là, c'est très long, hein, c'est très très difficile. Et les paramètres copilote, ouais, on peut les gérer, mais pas forcément. Voilà. Et là, il va falloir tout enlever si vous voulez enlever copilote de Edge. D'accord? Dans la confidentialité, dans la voix, dans les connecteurs. Voilà. Il va falloir virer tout ça si vous voulez plus. Et puis virer ici si vous voulez plus le voir apparaître. D'accord? Ça, c'est uniquement sur Edge. Sur, sur votre ordinateur, il va falloir aller confidentialité et sécurité, et puis descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas, dans génération de texte et d'images. Et ici, c'est le seul réglage hein, pour pouvoir enlever. Vous voyez que génération de texte et d'images, en fait, Windows et toutes personnes utilisant cet appareil peuvent utiliser la génération de texte et d'images. La génération de texte et d'images est bien ici, utilise les technologies de IA générées sur l'appareil. Donc, si vous voulez aussi supprimer l'IA de votre appareil, en partie, hein, il va falloir aller là-dessus et vous décocher ici. Voilà. Ça va décocher le reste et vous aurez moins d'IA, en tout cas sur Windows 11. Voilà. Pour ceux qui ne souhaitent un peu moins d'IA, c'est là-dessus qu'il faut aller. Donc, dans confidentialité et sécurité, vous allez tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas dans génération de texte et d'images et vous décochez, vous désactivez cette génération pour être tranquille. Voilà. Quand même. Donc, je trouve que l'interface quand même est plus épurée. On est dans une interface qui se penche de plus en plus vers une interface un peu globale, une interface un peu plus téléphone, un peu plus tablette, voilà, avec des icônes qui sont peut-être moins visibles hein, dans un premier temps. Je trouve que le ruban était très efficace avant parce qu'on avait des options plus sympas, mais bon, pour le coup, on a les options de base déjà qui sont assez facilement reconnaissables avec des icônes qu'on retrouve un peu partout. La possibilité de faire des mises à jour de pilote facilement. Alors ça, pour le coup, c'est une grande, c'est quand même une grande évolution chez Windows, même si on a toujours les mêmes problèmes d'imprimante, mais vous avez quand même la possibilité de faire des mises à jour plus facilement. Les onglets dans l'explorateur de fichiers, pour moi, c'est très utile parce que je travaille souvent hein, sur plusieurs fenêtres. Ça évite d'avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes hein, sur son ordinateur, enfin sur son écran, et de plus savoir sur quelle fenêtre on est. Au moins, vous avez une seule fenêtre et plusieurs onglets, comme sur un navigateur. Les paramètres d'accessibilité faciles à prendre en main. Alors juste une chose, c'est si vous utilisez effectivement la voix, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser votre voix pour contrôler votre ordinateur ou d'éditer du texte, souvent ils vous demandent quand même l'accès à l'IA pour augmenter les capacités, malheureusement ou heureusement, mais du fonctionnement d'ordinateur. Sur Gemini, c'est pareil, hein, sur tout ce qui est des IA agentiques.
Si vous voulez vraiment l'utiliser de la plus convenable des manières, enfin la plus aboutie, il va falloir autoriser quand même l'IA parce que ça vous permet vraiment de donner des ordres facilement pour pouvoir envoyer des mails, pour pouvoir appeler une personne. Voilà, vous dites Siri, appelle-moi telle personne. Vous dites Google, OK Google, bah, vous allez faire la même chose avec Windows, hein. Windows, active-moi la voix et puis il va s'activer et vous allez pouvoir lui donner des ordres potentiellement plus facilement, ou copilote, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, mais plus facilement. Le désavantage, et ça, effectivement, j'en ai pas parlé dès le départ, mais quand vous allez avoir un Microsoft Windows 11, quand vous allez le passer en Windows 11, vous allez avoir l'obligation de créer un compte Microsoft. Voilà, vous n'avez pas le choix. Euh, Vous allez devoir avoir un compte Microsoft pour créer un compte local par la suite. C'est la seule façon de pouvoir bénéficier. Enfin, vous n'avez plus la possibilité, ou très très peu. Sinon, c'est très alambiqué, où il va falloir faire une demande auprès d'un informaticien pour le faire. Mais si vous installez Windows 11, ouvrez un compte Microsoft, hein. C'est pas bien gênant. Vous pourrez comme ça accéder au Microsoft Store. Vous pourrez accéder à pas mal de choses. Mais c'est une obligation maintenant. Donc, à voir si c'est un avantage ou un inconvénient. Les mises à jour, toujours, alors parfois instables, ouais, souvent instables, malheureusement, encore, on a encore des instabilités. La dernière de janvier, a créé beaucoup de problèmes. Ils ont fait un patch pour récupérer celle-là, il était encore pire. Donc, on a toujours ces soucis-là. Les sauvegardes des fichiers de OneDrive, les problèmes de fonctionnement aussi de l'explorateur de fichiers qu'on me remonte assez couramment, l'écran de démarrage hein, qui bug un petit peu. Suite à des mises à jour, si vous étiez en compte local, on va vous demander un code PIN. Donc voilà, c'est toujours très problématique. Donc tant que vous sortez pas du fonctionnement classique hein, qui vous décide, là, vous risquez d'avoir des problèmes. Les déconnexions, alors régulières aux imprimantes, ça c'est toujours une plaie. Dans ces cas-là, le meilleur moyen, c'est de supprimer l'imprimante et de réinstaller l'imprimante. Il n'y a pas le choix. Vérifier déjà la Wi-Fi, etc. Mais pour le coup, malheureusement, on n'a pas d'autre solution actuellement parce que il y a toujours un décalage entre les mises à jour de Windows et puis les mises à jour des fabricants d'imprimantes qui sont parfois un peu décalées. Et puis, bah ouais, l'utilisation de vos données qui est encore pire parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient utilisées à vos dépens par le copilote, par ces choses-là. Dès que vous utilisez une IA, de toute façon, vos données risquent d'être utilisées pour nourrir la bête, hein, pour faire fonctionner cette IA, pour la rendre encore plus efficace, si on veut. Pour les chercheurs ou ceux qui travaillent dans l'IA, c'est ça. Pour d'autres, ça va être tout simplement de prendre leurs données personnelles sans leur accord. Voilà. Donc, sachez ça avant d'utiliser. Je vous ai mis plein de tutoriels sur notre site internet, voilà, sur Windows 11. On en a encore bien plus. Il suffit de taper Windows 11 hein, dans notre barre de recherche parce qu'on a une barre de recherche aussi très efficace que vous utilisez très peu, en tout cas peut-être pas assez. Vérifiez hein, tout en haut du site, à côté de nous contacter ou au-dessus d'à propos, vous avez une petite barre Windows 11, hein, enfin Windows 11, non, une barre de recherche sur laquelle vous pouvez faire une recherche facilement. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous tapez Windows 11, vous tapez Linux ou vous tapez ce que vous voulez, mais pas trop fort quand même. Mais vous pouvez utiliser cette barre-là pour pouvoir rechercher des tutoriels ou en tout cas des contenus sur notre site. Oui, justement, je te permets de couper. Ouais. On demande justement forcer l'installation de Windows 11, etc. On a fait des tutos, il y a même des vidéos, donc vous n'hésitez pas à taper Windows 10 au pire, si vous êtes sous Mhm. Windows 10, et vous regardez les tutos. On a fait des choses pour présenter, pour forcer, comme tu avais présenté avec Winbot il y a un moment, ou ce genre de choses. On a tout expliqué. Donc regardez sous couvert de attention, hein, parce que ça force, mais est-ce qu'après ça marche? Ça, on n'est pas garanti sur le long terme, hein. Mais Alors oui, vous avez tout simplement, hein, quand vous allez sur notre site, il suffit, on avait fait une visioconférence sur Windows 10, c'est c'est fini. ça. Et sur Windows 10, c'est fini. On vous explique un peu hein, comment forcer l'installation d'un ordinateur qui n'est pas compatible en Windows 11. Attention, attention tout de même. Pour l'instant, ils autorisent ça parce que ça les arrange. Ils peuvent à tout moment bloquer ces systèmes-là. Si vous avez des systèmes trop vieux, ils peuvent bugger complètement et vous pouvez
ne plus utiliser, enfin préparer quand même deux clés d'installation dans ces cas-là, une clé pour revenir sur Windows 10, hein, et puis sauvegarder bien vos données personnelles avant de tenter ce genre d'expérience. Sur deux ordinateurs, pour moi, ça s'est très bien passé, même si j'ai des lenteurs, j'ai des latences quand même par rapport à certaines fonctionnalités. Sur un ordinateur, ça a planté complètement. J'ai été obligé de réinstaller un autre système dessus assez rapidement. Donc, faites attention quand même, hein. Vous avez des possibilités de forcer l'installation, mais à tout moment, Windows peut couper les ponts, hein, vous installez quand même du Windows 11, donc vous installez des programmes qui ne seront pas forcément compatibles avec Windows 11 ou des mises à jour. Voilà. Donc, ils peuvent bloquer des mises à jour, ils peuvent bloquer les fonctionnalités, ils peuvent bloquer l'installation de certaines choses. Voilà. Utilisez des programmes open source pour sauvegarder vos fichiers, hein, si vous ne souhaitez pas utiliser le Drive. C'est très simple, hein, vraiment. Pour le coup, on fera peut-être une vidéoconférence d'ailleurs. Bah, je crois que c'est la prochaine, hein, sur le sauvegarde, le tri, la sauvegarde. Il me semble que c'est là-dessus. Donc voilà, le nettoyage et la sauvegarde. On se penchera un peu plus là-dessus. Gérez correctement vos fichiers sur le drive. Le stockage illimité, voilà, paramétrez votre OneDrive dès le départ avant d'avoir des grosses surprises sur l'espace de stockage et de pas pouvoir après envoyer des mails ou des choses comme ça. Ça peut être bloquant très rapidement. Paramétrer le nettoyage afin qu'il soit automatisé. Vous avez vu, c'est en quelques étapes, c'est très facile à faire. Continuez à être curieux, cherchez des éléments hein, dans ces paramètres, cherchez des éléments en cliquant à droite, à gauche. Voilà, n'hésitez pas à tester. Vous risquez pas grand-chose au final, hein, parce que dans le pire des cas, vous pourrez toujours réinstaller Windows 11 en allant sur les paramètres. Voilà, si vous avez un problème. Sauvegardez bien vos fichiers et puis dans Paramètres, vous avez une option de récupération, voilà, qui est aussi facilement. Si vous avez un problème enfin, de fonctionnement d'un Windows 11, l'autre fois une personne m'a dit j'ai plus le clic droit pour pouvoir accéder à l'alignement automatique de mes icônes. Alors ça, c'est suite à des mises à jour hein, ou l'explorateur de fichiers qui marche pas, etc. Vous avez dans confidentialité et sécurité, ou non, je crois dans, pardon, système, pardon. Quand vous avez de système, vous allez en bas et vous avez récupération, résolution des problèmes. Voilà. Je crois que c'est dans réinitialisation, de récupération. Vous cliquez sur récupération et là, vous pouvez réinitialiser ce PC. Donc, si vous avez des soucis avec un Windows, vous pouvez, depuis Windows 10, hein, avec Windows Update, vous pouvez réinitialiser ce PC. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous allez pouvoir, hop, s'il va bien, pouvoir réinitialiser complètement, c'est remettre à neuf votre PC dans la version la plus récente de Windows ou une ancienne version qui a été sauvegardée. Alors, je vous conseille de passer par le cloud dans ces cas-là pour installer la version la plus récente pour pas avoir de problème. Voilà. En tout cas, vous avez tout ça. On va choisir une option. Conserver mes fichiers ou supprimer tout. Alors, on peut donc réinitialiser rapidement un PC hein, par l'intermédiaire de Windows et des paramètres. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette visioconférence. J'ai été toujours très très long aujourd'hui. Cette visioconférence vous a été offerte, voilà, Florence se pleure. Cette visioconférence vous a été offerte par Malakoff Humanis. Voilà, vous pouvez